Lights, camera, Aujourd'hui à l'émission, The Fall, No Country for Old Men, Team America, World Police. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Sincère. J'entends le jingle, ouais. Je danse. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Sincère, On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une vedette de la plateforme Twitch Québec, on pourrait dire. On peut l'entendre presque tous les samedis matins à Choc FM. Il y a une voix en or, le gars le plus baveux de l'Internet, Mathieu Niquette. Et salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, ça va super bien. Les gens font qui? Ben, Qui? c'est ça. C'est ça. Ben, Deal avec. moi, je reçois des gens que je trouve intéressants. Fait qu'après ça, les gens qui ne te connaissent pas vont apprendre à te connaître. Je suis sûr que je pense qu'on a des fans ou pas des followers, mais des auditeurs, des auditrices qui doivent se recouper de des si et des raies. Donc, il y en a sûrement une gang qui te connaissent déjà. Mes parents qui écoutent le podcast, eux autres, évidemment, ils savent pas t'es qui. Ils vont apprendre à te connaître. Puis à la fin, ma mère va m'appeler en me disant comme il était vraiment fin. Ah, si t'es fin, je suis fin, moi. Ben, C'est ça que je fais. fin. Fait que c'est ça. T'es collaborateur au podcast à l'émission de Choc FM des si et des raies Oh oui. depuis 10 ans. Moi, ça fait 8 ans et demi, je pense, à peu près. Ouais. Ouais, puis le podcast a 10 ans. On a eu 10 ans là, au début du mois de janvier, le 11 janvier dernier. Fait que ça fait de nous un des plus vieux podcasts là, 500 qui roulent épisodes. encore. Là. Ouais, c'est ça. Évidemment, on est loin des mystérieux étonnants qui sont à 15 ans, eux autres. 700, eux autres, dans Exact. leur cas. Ouais, Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Mais tu sais, on est quand même dans les vieux de la vieille du podcast. Puis tu sais, je pense que c'est ça, dans le petit monde parallèle du podcast, tu sais, on a un peu une référence. On est toujours surpris de voir premièrement, la quantité de monde qui nous écoute, puis deuxièmement, la quantité de monde. Ah ouais, OK, on sait c'est qui, là, on sait c'est quoi, puis on est content. Puis là, ben, tu sais, les gens qui nous écoutaient quand ils étaient ados au secondaire, ben là, eux autres, ils ont tous des podcasts, eux autres aussi. Fait que c'est quand même cool, là. On se sent vieillir en même temps que cet univers-là. C'est clair, Ça va. Ouais, ça donne un petit coup, mais faut se faire, on peut pas aller dans l'autre sens. Exact. T'as ta chaîne Twitch, Mean Niquette. Ouais. C'est quoi le plaisir de faire de la... C'est pas de la radio, mais quelque chose de nocturne, de faire d'être live pendant des heures et des heures la nuit avec du monde. D'être le Jacques Fabi de Twitch, c'est ça que je dis souvent. J'ai comme rendu le Jacques Fabi. Le Jacques Fabi avec des opinions moins... peut-être moins antisémites par bout. Ah, puis des moins d'appels weird. Moi, j'étais un gros fan de la radio de nuit, là, parler, là, quand j'étais jeune, tout le temps, là, Ron Fournier, puis justement Jacques Fabi, puis les autres un peu étranges qui étaient là dans la fonte de nuit. Moi, j'ai comme pris cette plateforme-là un peu parce que, tu sais, je me disais que j'avais des classes à faire. J'ai commencé à twitcher en décembre dernier pour vaincre la solitude de la pandémie. Ouais. Là, surtout, là, c'était surtout ça, Chris, on va faire quelque chose parce que moi, je travaillais au casino, puis c'était fermé. Fait que j'ai commencé à faire ça pour me désennuyer un peu. Ça m'a apporté beaucoup. Je suis pas super vite sur mes sentiments d'envie. Puis je m'étais pas rendu compte à quel point les gens me manquaient. Je me trouvais bien en pandémie. Puis à un moment donné, j'ai fait je vais peut-être faire ça pour le fun. Puis là, j'ai fait Chris, ça me manquait donc bien, le contact humain. Fait que ça a commencé comme ça. Puis au début, je prévoyais revenir un petit peu plus de jours après avoir fait mes classes, si tu veux. Puis finalement, j'ai découvert la fonte de nuit de Twitch, des ambulanciers qui travaillent de nuit, des concierges, tout ça. Et puis il y a comme vraiment une fonte de gens qui ont besoin de divertissement aussi. Puis que Jacques Fabi rejoint pas, justement. Fait que j'ai comme découvert une belle gang, plus nombreuse que je pensais. Puis fait que j'ai décidé de garder ce moment-là entre 22h le soir puis 5h du matin, quand le soleil se lève. Puis on a bien du fun sur cette plateforme-là. Puis c'est tellement... Il y a une belle proximité d'être live la nuit. Ouais. Puis de jaser avec le monde aussi, là, c'est super interactif. Je savais qu'il y avait de l'interaction, le chat est toujours présent là-dedans, puis tu t'interagis avec le monde, mais c'est vrai, ça crée vraiment une communauté. Puis, tu sais, je connaissais pas beaucoup ça. J'en avais regardé un peu quelques mois avant de commencer à en faire, mais j'avais pas comme pris la mesure de, OK, les gens se confient. Tu sais, rapidement, dans la première semaine, les gens arrivent, il y a un lien de confiance qui se développe. Tu sais, moi, je fais des longs streams de 5-6 heures aussi, là, fait que, tu sais, on passe beaucoup de temps ensemble, puis rapidement, les gens, ben, tu sais, on se confie.
puis la communauté devient super tissée serrée. Puis ce que je trouve le fun, c'est que tu établis la vibe que tu as envie d'établir. Puis ça arrive souvent que j'invite les gens à quitter. Là, quand les gens sont là pour se pogner avec du monde ou recréer la vibe toxique de Facebook, c'est pas ça l'idée. Non. On a tous un peu fui Facebook parce qu'on était tannés de cette toxicité-là. On reparlera de la toxicité de Facebook, c'est dans mes questions pour plus tard. C'est ça. Fait que là, je quittais un peu ça pour ça aussi. Je cherchais une autre plateforme. Puis Twitch, c'est aucunement ça que je cherche à faire, là, les affrontements puis tout ça. Non. Fait que j'aime ça que la gang qui est là et tout le monde travaille un peu dans ce sens-là. Puis des fois, un petit extraterrestre qui vient essayer de foutre la merde un peu. Puis ça se banne facilement. Là, c'est vraiment pas la même vibe. On cherche pas la polémique. Au contraire, on cherche à... tout le monde est-tu correct? Tout le monde est-tu bien? Hey, s'il y a quelque chose qui va pas, dites-le moi. Puis c'est vraiment la vibe qu'on cherche à établir. Puis ça marche bien. Puis c'est le fun. C'est un bon mandat. C'est un très beau mandat. Avant qu'on rentre dans ta liste de films, je veux savoir les films avec lesquels tu as grandi, ce que tu regardais quand tu étais enfant, adolescent, que tu regardais en famille. Les cassettes que j'ai brûlées, là, littéralement, passées à travers. Ninja Turtle 1, quand j'étais jeune, c'est ça qui jouait en boucle sans arrêt. Même pas certain que je comprenais tout le niveau. Il y a un niveau un peu plus psychologique aussi dans le film. Quand Raphaël est dans le bain, moi, je comprenais pas tout son struggle intérieur, mais ça me rendait triste que le Ninja Turtle soit triste. Puis c'est un film que j'ai encore, je garde encore beaucoup avec moi. Puis Robin des Bois, Héros en collant. Ah ouais, quel film. Ça aussi, on a passé à travers la cassette. En québécois? Ouais, c'est des films qu'on avait tapés puis qu'on avait coupé les annonces parce qu'on prenait ça au sérieux. Là, puis là, on l'avait déjà enregistré, mais avec les annonces. Puis là, quand il repassait, là, on fait OK, là, on va être sérieux dans notre écoute. Puis on va couper les annonces en pesant sur pause sur le VHS. Là. Puis là, on avait cette cassette-là qui était bien précieuse. Puis on l'a usée à corde. C'est tellement bon, ce film-là. Pour les abonnés Patreon, je fais un podcast parallèle avec ma soeur qui s'appelle L'Armoire à cassette, où on regarde les films qu'on regardait quand on était petit pour voir si ça tient encore la route. Puis il y a quelques temps, on a fait, je pense même que c'est un de nos premiers, c'était Héros en collant. Ça doit être encore aussi bon. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Comme dans tout, il y a des blagues qui passent moins bien. Il y a des petits calls homophobes de temps en temps. Mais ça fait partie de l'univers aussi de ces gars-là qui se mettent des collants. Moi, j'aime tellement quand Petit Jean, qui est le plus gros de la gang, qui met ses collants et comme « Enfin, je connais pas une fille qui pourrait rentrer là-dedans! » C'est tellement bon, là, le rap, tout est vraiment bon. Les films de Mel Brooks, en général, j'ai beaucoup de plaisir. Spaceballs, c'est un autre film avec lequel j'ai grandi. Moi, j'ai 3 sœurs aussi, fait qu'on avait... puis on est tous assez rapprochés en âge, fait qu'on a passé à travers tous les films de Disney au grand complet, évidemment, Le Roi Lion, ça a été quelque chose qui a roulé en masse. Aladdin, le premier Aladdin... on a beaucoup eu cet univers-là de Disney chez nous quand j'étais jeune. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est plus au cégep là, avec Dom Massy qui m'a donné un cours accéléré en culture de film, là, qui m'a fait découvrir les frères Coen. Je dois beaucoup à Dom pour ça, là, sur mon apprentissage cinématographique. Juste de m'expliquer pourquoi Big Lebowski, c'est un film génial, parce que lui, à 17-18 ans, il avait déjà compris ça. Pas moi. Là. Moi, ce gars-là avait vraiment une grosse longueur d'avance au niveau de la culture cinématographique. Fait que il m'a beaucoup aiguillé dans des films. Il est bon pour ça, Dom. Fait que, je passe à travers toutes les Coen comme un malade. On a travaillé ensemble au Vidéotron avec Gervais aussi, les trois en même temps. Fait que, à cette époque-là, pendant mon cégep, en plus d'être étudiant en théâtre, je m'intéressais au jeu des acteurs puis tout ça. Puis je travaillais au Vidéotron, fait qu'on avait accès à l'infini à des films. Fait qu'on écoutait des films et des films et des films et des films et des films. Tous les classiques, on les a toutes vus, là, fait que les Tarantino, les Goodfellas de ce monde, écoute, name it, on en a écouté en esti des films dans cette période-là, fait que j'étais une grosse éponge à cette période-là de ma vie, puis ça va se refléter, je pense, dans les choix que j'ai faits, qui sont dans cette période-là. On va commencer avec ton premier coup de cœur, The Fall, un film de 2006 de Tarsem Singh, qui m'en vedette Lee Pace et Katinka Huntaru. C'est une child actress dans ce film-là. Je pense pas qu'on l'a revu après tant que ça. J'ai pas regardé si elle était revenu ailleurs. Non, c'est ça. Lee Pace qu'on a revu à droite et à gauche là, dans des petits films de temps en temps. Il n'y a pas la plus grosse carrière, mais qu'on a pu revoir. Ça raconte quoi, The Fall? C'est quoi ce film-là?
The Fall, c'est un film qui est visuellement débile. C'est un film qui a été tourné dans 20 pays différents. Fait que le film en tant que tel, je pense que c'est beaucoup un prétexte pour s'envoler dans des univers imaginaires fantastiques. L'histoire, en gros, c'est un cascadeur du nom de Roy. Ça se passe dans les années 20 ou 1915, là, les années 10, les années 20. Lui, c'est un cascadeur qui a eu un accident, qui est véritablement paralysé du bas du corps. Il n'a plus ses jambes. À travers tout ça, on comprend que sa blonde le laissait pour l'acteur que lui, pour qui faisait les cascades. Fait que, tu sais, il est comme en dépression dans un hôpital, puis il rencontre une petite fille qui, elle, s'est cassé le bras. Tu comprends qu'elle a un passé, elle est roumaine. C'est pas expressément, c'est pas vraiment décrit explicitement, mais on peut lire entre les lignes. C'est une jeune roumaine qui a été persécutée. Elle dit qu'il y a des gens, des angry people qui sont venus brûler sa maison. Fait que tu comprends qu'ils ont été persécutés pour quelconque raison religieuse dans ces années-là. J'avoue que j'ai pas fait mes recherches. Je suis pas un grand passionné d'histoire non plus. Fait que j'ai pas toutes les ressources, là, mais on comprend qu'ils ont été persécutés. Fait que l'histoire, en gros, c'est qu'elle rencontre ce monsieur-là qui se met à y raconter des histoires, justement. Fait que ce qu'on voit, nous, c'est ce qui se passe dans la tête de la jeune fille, qui prend un peu tous les personnages qui sont autour d'elle à l'intérieur de l'hôpital, puis en fait les personnages dans l'histoire. Et lui, ben, compte cette histoire-là, cette jeune fille-là, et on comprend, mais c'est parce qu'il commence un peu à la manipuler pour qu'elle aille lui chercher, lui voler de la morphine pour qu'il puisse se suicider. T'sais. Fait que le film a cette espèce de sous-trame-là super dark, puis on alterne entre l'histoire que le type raconte à la jeune fille à travers les yeux de la jeune fille, puis la réalité dans l'hôpital. Fait que c'est un film assez poignant. La jeune fille qui joue là-dedans est hallucinante. Elle fait une job incroyable. Ma blonde, qui l'a écouté pour la première fois avec moi cette semaine, elle revenu temps, c'est fou comment on dirait qu'elle joue pas. On dirait qu'elle sait pas qu'elle est en train de jouer dans un film. Wow. Puis c'est vraiment ça le feeling. Fait que moi, ça vient me chercher au bout. Dans les scènes plus poignantes aussi, ça le fait vraiment beaucoup. Puis je te dirais que c'est principalement à cause de la performance de la jeune fille pour moi, là. Qu'est-ce qui t'a, au-delà de la performance de la jeune fille, t'as vu ça dans quel contexte la première fois? J'ai écouté ça chez, pas loin d'ici, quand j'habitais avec Maxime Gervais. C'est lui qui m'a apporté ce film-là. Je sais pas d'où lui a entendu parler de ça. Je pense que c'est par... il connaissait Tarsem, puis il savait qu'il y avait un film récent qui était sorti de lui. Puis il m'a juste vraiment présenté ça comme... Hey, je suis tombé là-dessus, c'est un hostie de mon film. Fait que j'ai juste popé ça comme ça, puis c'est vraiment venu me chercher. Puis c'est rapidement devenu un de mes films préférés auquel j'aime beaucoup revenir. C'est ça, tu sais, visuellement, là, on se promène dans tout plein d'univers. Comme je disais, c'est tourné dans 20 pays différents. Tu sais, il y a des images, il faut constamment que je me rappelle qu'on est dans la vraie vie, tu sais. OK, ça, c'est des décors, c'est des vraies ruines, de vraies places auxquelles ils sont allés. Cette tribu-là, ben, c'est inspiré d'une vraie tribu qui existe. Tu sais, il y a beaucoup de référents de ce qui se passe dans le vrai univers, mais le récit est tellement fantastique que les paysages, tu sais, de nos jours seraient tous faits en CGI. Ouais. Là, c'est toutes des vraies scènes, des vrais décors, des vraies places où tu peux aller dans la vie, tu sais. Puis c'est fou raide ce qu'il a réussi à aller chercher visuellement avec ça. Ouais. Ça dépasse l'entendement, tu sais. Quand c'est ça. Puis le film, c'est ça, est tellement prenant que tu te laisses aller dans cet univers-là. Puis après l'avoir écouté, tu fais « Ah oui, puis tout ce que j'ai vu, c'est des vraies places. » C'est incroyable, incroyable. Il y a des moments, tu sais, peut-être qu'un peu, on pourrait trouver que les images sont peut-être un peu cheesy, mais tu sais, faut toujours se rappeler que c'est dans la vision de la jeune fille, tu sais, fait qu'elle a cet univers-là, cet imaginaire-là. Puis pour moi, en tout cas, ça marche vraiment bien. Tout ce qui est proposé dans ce film-là marche vraiment bien, puis je me laisse aller dans l'émotion complètement. Ouais. Ça m'a surpris quand tu m'as dit que The Fall, c'était un de tes coups de cœur. Je m'attendais pas à ce qu'on aille là du tout. Avec toi, de ce que je connais de toi, puis on se connaît très peu. Moi, je te connais plus à cause de DC et des Raies. Mais après ça, je réfléchissais au film, puis je me disais, ça reste un film de quelqu'un qui raconte quelque chose. Exact. Puis c'est quelque chose que tu fais très bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis les œuvres que j'aime sont beaucoup ancrées là-dedans, dans une bonne narration. C'est un bon personnage de narrateur dans une histoire. Moi, j'ai une des pièces de théâtre que j'ai le plus apprécié jouer dans ma vie, c'est Novecento de Alessandro Barrico. C'est un texte hallucinant, mais c'est ça, le personnage, c'est un petit dude
qui raconte des histoires, tu sais, puis il raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça raconter les histoires de mes amis. Quand j'étudiais au conservatoire à Québec, il y a quelqu'un, un moment donné, un de mes amis, Jean-Philippe Durand, là-bas, qui a dit... Des fois, on a l'impression qu'on connaît plus tes amis que toi, mais on n'a jamais rencontré tes amis. T'sais. Puis il dit faudrait que tu partes un truc qui s'appelle les niqueteries. Quand tu es tout en train de raconter. Puis là, je commençais à jaser de quelque chose, puis il fait bon, une autre niqueterie. T'sais. Je me suis rendu compte là que je faisais Chris, c'est vrai, j'aime ça parler de mes amis, j'aime ça raconter les histoires à Julien, j'aime ça raconter les histoires des Picbois, j'aime ça raconter des histoires, fait que j'aime ça m'en faire raconter aussi. Dans le film, les histoires que le personnage de Lee Pace raconte sont magnifiées quand même. Mm-hmm. C'est quelque chose que t'aimes aussi. Je pense, mettons, à des films comme Big Fish aussi qui font ça, où un personnage raconte l'histoire, mais c'est une histoire de pêche, puis il en rajoute, C'est quelque chose que t'aimes aussi de faire comme... Je vais prendre l'histoire, puis on va juste racheter une petite couche de sucre, ou t'essayes d'être le plus dans ce qui est arrivé? Moi, j'essaie d'être le plus fidèle. J'ai comme une espèce de toc d'être précis dans la vie, trop, là, quand j'étais dans des projets ou quoi, là, des fois de gosser sur un petit détail que personne va voir au final. Là, je fais ça beaucoup. Là, à un moment donné, quand je montais des shows de théâtre, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais quand je montais des shows de théâtre, j'ai besoin d'un bon assistant ou d'une bonne assistante qui, à un moment donné, va faire hey, man, on fait n'importe quoi, on fait rien là en ce moment. Là. On fait quelque chose, mais c'est innocent. Là, ok, excuse-moi. Fait que tu sais, j'ai comme un peu ce souci-là, mais moi, ça va être plus dans le choix des mots, dans la façon de le raconter que je vais magnifier plus l'émotion que les faits, je te dirais. Ouais, j'aime pas trop jouer avec les faits, mais j'aime ça magnifier l'émotion, tu sais. J'entendais les gens parler de Jean-Marc Parent qui disait je pense que c'est une vieille anecdote de Jean Dominique et Martin qui disait on est allé en show à je sais pas où en Abitibi, mettons, on a pris l'avion puis on était avec lui dans le ride d'avion puis son numéro le soir, c'est quelque chose d'anodin qui s'est passé dans l'avion, on était tous là, on l'a tous vu, puis il raconte l'anecdote telle qu'elle s'est produite, mais qu'est-ce qu'on pleure de rire, nous on l'a pas vu de cette façon-là l'anecdote, mais c'est exactement ce qui s'est passé, mais lui il est tellement émotif dans ce qu'il reçoit que puis dans comment il livre que là, tu peux pas... Ah ben oui, c'était plus wack qu'on pensait quand tu t'arrêtes à 2 secondes là-dessus. Fait que je pense que c'est plus le genre de raconteur que j'aime être. As-tu toujours eu ce talent-là pour raconter ou c'est quelque chose que tu as quand même cultivé, qu'il a fallu que tu t'informes à comment raconter une histoire pour qu'elle soit bien faite? Non, je pense que ça s'est fait pas mal naturellement. J'ai toujours été tout le temps bien jaseux. J'ai tout le temps raconté depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu aller parler dans des micros puis dire des affaires. Là, à 3 ans, là, à l'église, là, qu'il y a un micro lousse sur une scène, puis si personne ne le prend, moi je me lève, le petit bonhomme, puis je m'en vais prendre le micro, puis je chante Petit Papa Noël. C'est ça qui s'est passé, là, parce que, je sais pas, il y avait un micro lousse puis une scène vide, ben, ça va prendre quelqu'un pour aller dessus. Puis c'est ça aussi que cette anecdote-là qui est vraie. Il y a ce côté-là aussi de, la scène est vide, s'il n'y a pas de personne, moi je vais prendre la place, mais je vais pas me battre pour... S'il y a quelqu'un, je vais pas aller tasser cette personne-là non plus, fait que j'ai appris avec les années que j'aimais beaucoup être dans le monde du spectacle, mais peu importe où, en périphérie, en arrière de la scène, à un niveau plus administratif, j'aime ça aussi, je suis capable de retirer ma fierté sans avoir des félicitations directes du public, des applaudissements directs. C'est très important. Là. Ben ouais, puis ça met en paix en crise, là, puis au début, c'était de voir les amis ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué, c'est la grosse panique. Puis moi, je ressens pas ça. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je suis pas un acteur. Ben non, je suis juste. Ça me dérange pas de faire d'autres choses. Puis tant mieux parce que ça a l'air angoissant d'être pris à vivre sous. Ça me prend des auditions, ça me prend des. Je pense que j'aurais pas les nerfs assez solides. Ça, puis de te faire applaudir un soir, puis tu retournes chez vous le soir même, il n'y a pas personne qui t'applaudit quand tu rentres chez vous. Puis le lendemain, tu es 2-3 jours à. Tout le monde m'aimait hier, puis aujourd'hui. Il n'y a mon rien. Épicerie ou chez nous en bobette, puis il n'y a rien, c'est ça, tu sais. Non, c'est ça. À ce temps, je le prends, je l'aime vraiment comme un bonus. Là, les moments que je passe sur un stage deviennent d'autant plus précieux. Fait que je les prends d'autant plus au sérieux. Puis j'aurais été déçu, mettons, de me tanner de faire de la scène ou d'être comme de voir ça comme une job ou quoi que ce soit. Fait de devenir aigri d'en faire ou de pas en faire. Exact. Ou justement de plus de pas en faire, de pas faire ce qui me tente ou quoi. Là, à ce temps, j'ai appris que en sortant de l'école, j'étais capable de monter des spectacles. Je fais de la mise en scène, je fais de l'organisation de show. Je peux faire un peu de tout. Fait que, puis à un moment donné, j'ai entendu Paul Buissonneau parler de lui comme étant un mercenaire du monde du spectacle. J'ai fait Chris, ok, c'est ça que je suis moi. Je vais aller là où on a besoin de moi, puis ils vont me donner l'argent que je trouve satisfaisant pour la job. Puis obéir aux 3 règles de j'ai-tu des amis dans le projet, si tu payant, puis j'ai-tu du fun. S'il y en a 2 des 3 conditions, je le fais. S'il y en a pas des 2 des 3, je le fais pas. Puis à date, ça va bien de ce côté-là. Puis c'est le fun. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Puis je partage ça. Puis
pour vrai, peu importe qui écoute, ce conseil-là que tu viens de donner, il est hyper important. Ah ouais. Tu dis, si deux de ces trois conditions-là sont pas réunies, prends pas le contrat. Hey, ça va te faire chier d'une façon ou C'est d'une ça. autre. Parce que t'as beau faire tout l'argent du monde, si les gens avec qui tu travailles sont plates, puis tu t'apprends rien en le faisant, tu deviens un guichet automatique. Ouais, tu sais, où tu te pognes une job payante, mais qui est zéro stimulante créativement. Ouais. Tu sais, t'as pas de. Tu sais, t'atteindras. À un moment donné, tu vas t'anner. Ça va faire la job pour un bout parce que tu vas être content de t'acheter des affaires. Là. À un moment donné, tu vas te rendre compte que ce que tout le monde se rend compte éventuellement, c'est que t'acheter des affaires, ça a des limites. Là. Ouais. Un coup que tu as atteint ton niveau de confort, tu as besoin d'être stimulé autrement. Fait que, non, c'est ça. Je pense c'est une règle que je me suis fait dire assez tôt. Je pense que ça circule beaucoup parce que c'est un peu vrai. Ça devient un cliché, mais les clichés sont pas nécessairement faux. Fait que d'avoir cette espèce de petite règle-là, puis d'y tenir aussi, là, des fois, c'est tentant quand tu es dans des moments un petit peu plus. C'est difficile financièrement, tu piles dessus, mais j'ai appris avec le temps aussi que les choses arrivent. Là, puis ça, l'impro aide à ça. Là. Ouais. Faire de l'impro, c'est marcher sur un plancher qui n'existe pas encore puis qui apparaît au moment où tu mets le pied dessus. Là, fait que la vie, ça peut être ça aussi. Là. Le plancher, il est là, les amis. Il va arriver. Là. Fait que on continue d'avancer, puis c'est ça le plus important. Puis, complètement. Je reviens un peu à DeFall, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un homme adulte qui raconte une histoire à un enfant, puis qui s'imagine quelque chose. As-tu déjà eu à divertir un public d'enfants ou à divertir un ou des enfants à un moment donné puis que c'était vraiment le fun, ou c'est quelque chose que tu as fait comme X, c'est peut-être pas pour moi? Non, moi, je suis vraiment habile avec les enfants. Okay. Je suis vraiment, tu sais, je suis la personne qui est un peu, tu sais, j'aime pas ça les parties de famille, puis j'aime pas ça rencontrer des adultes, là. J'aime pas ça rencontrer je trouve ça bien plus intéressant de rencontrer des kids, puis comme de partir sur un délire que de... Tu sais, fait que moi, je suis comme la personne qui va vraiment, tu sais, genre, s'amuser avec les enfants pendant le party, puis là, les adultes vont faire comme, ah yes, ils gèrent les enfants pour nous. Nous donner un break. Merci, tu sais, de faire ça pour nous. Puis là, je fais, non, je le fais bien plus pour moi que pour vous. C'est juste que ça arrange tout le monde. Fait que c'est parfait. Ouais. Puis là, j'ai ma filleule, tu sais, avec qui je fais semblant que je fais des tours de magie, mais tu sais, je fais juste cacher une balle parce que je la distrais, tu sais, avec la télévision, puis je cache une balle, puis là, elle capote, puis là, elle va arriver à l'âge où il va falloir qu'un jour j'y admette comme en même temps qu'on va dire, j'imagine que le Père Noël n'existe pas, il va falloir que je dise que je fais pas vraiment de magie, puis j'ai mes limites. Mais tu sais, c'est ça, j'ai appris à faire des animaux en ballon pour elle, tu sais, puis j'ai vraiment du fun, puis j'ai du plaisir à divertir les enfants, puis j'ai ce côté-là dans mes shows aussi, tu sais, j'ai pas peur de rentrer des éléments très cartoonesques dans mes... Moi, l'humour de cartoon, l'humour slapstick, ça me fait énormément rire, je trouve ça efficace, puis je pense que ça va être efficace de tout temps quand c'est bien fait, tu sais. Fait que, puis tu sais, je suis fan de lutte aussi, fait que ça fait... Il y a de ça aussi dans la lutte, il y a beaucoup de trucs très cartoonesques. Puis, tu sais, moi, je pense que ça marche pour les adultes aussi. Fait que les enfants, c'est un bon public pour tester ce genre de blagues-là, tu sais. La lutte, c'est des histoires shakespeariennes racontées dans un style pour enfants avec des gars de 250 livres et plus. Exact, qui sont également des athlètes. C'est pour ça que la lutte, c'est intéressant. Pour moi, ça couvre tout. Pour moi, c'est l'art total. Oui, parce que tu es animateur de lutte aussi, je l'ai pas dit. Oui, je suis ring announcer pour la lutte, la FLQ Wrestling, qui n'a rien à voir avec le groupe, mais le groupe bien connu. Puis à la Battle War ici, puis c'est exactement ça. Pour moi, tu sais, je dis pas que c'est l'art le plus noble, mais je dis que c'est l'art le plus total à mon sens. Parce qu'on demande à des gens d'être des athlètes, on demande à des gens d'être capables de parler dans un micro devant une foule, capables de parler dans un micro devant une caméra, être sur un stage devant justement une foule et des caméras, jouer pour les deux en même temps, ce qui est vraiment pas facile. En même temps, c'est ça, on leur demande d'être plus grand que nature. D'avoir du charisme aussi. D'avoir du charisme à pu finir, d'être capable d'improviser, parce que c'est beaucoup de l'improvisation. La discipline artistique qui se rapproche le plus de la lutte, c'est l'improvisation, parce que puis le stand-up, tu sais, c'est un beau mix de ça, parce que tu es obligé d'être au diapason de ce que ton public veut puis entend, puis il faut que tu sois capable de te virer sur un 10 scènes en réagissant, hey, ce soir le public est comme ça, je vais ajuster mon stock en fonction de ça. Il y a un philosophe, Roland Barthes, un philosophe français, qui a écrit dans son truc Mythologie les parallèles entre le stand-up et la lutte. C'est hallucinant, c'est fou raide. C'est du monde qui vit en tournée de façon un peu isolée, solitaire, qui voyage de ville en ville pour essayer de vendre leur stock, puis c'est ça, qui ont une écoute immense envers le public. Fait que c'est ça, pour moi, la lutte devient l'art le plus
360, là, c'est comme improbable. Là, ouais. Il y avait, tu parles de Roland Barthes puis la lutte. Une anecdote que j'aime, c'est le réalisateur Michel Brault. C'était dans le documentaire Cinéma québécois. Ouais. Michel Brault a fait un documentaire sur la lutte. Je l'ai écouté sur mon stream d'ailleurs. Qui est super bon. Ouais. C'est vraiment un bon documentaire Vraiment. de lutte. Puis la manière que Michel Brault, qui est, pour les auditeurs et les auditrices qui ne le connaîtraient pas, c'est un pionnier de la caméra au monde. Là. S'il n'a pas inventé, en tout cas, il a amélioré le principe de filmer à l'épaule. Il a même développé des techniques de caméra à l'épaule qui n'existaient pas avant lui. Il est allé aux États-Unis être là pour construire des modèles de rig pour faire des caméras à l'épaule. C'est à ce point-là qui est important. C'est fou, là. Et c'est un grand réalisateur. Puis à un moment donné, il parle tout bonnement. Il dit « J'étais dans un party, puis Roland Barthes était là. » En partant, cette anecdote-là part de là. C'est comme... Quand tu name drop des grands philosophes, c'est ça. C'est weird. T'es dans un party et Roland Barthes est là, OK. Puis ils parlent qu'ils vont faire un documentaire sur la lutte. Mais au départ, le documentaire devait être beaucoup plus pris de haut par rapport à la lutte. Okay. Ça devait être, on va un se peu moquer un peu de ça. condescendant. Ouais. Condescendant, merci. Puis Roland Barthes a dit, c'est le théâtre du peuple. Puis si vous enlevez le théâtre au peuple, qu'est-ce qui lui reste? Il dit, vous allez le dégoûter de regarder vos films. Il faut que vous ayez de l'amour dans vos projets. Ah ouais, puis tu sais, puis la lutte à la star, tu sais, c'est développé grâce à l'Internet puis tout ça, mais tu sais, il y a moyen de survivre puis d'avoir même de bien vivre comme lutteur dans toutes sortes de promotions qui sont pas les grandes promotions. Fait que il y a de plus en plus de place à différents styles aussi, tu sais, fait que la lutte, c'est beaucoup moins folklorique que ça l'a déjà été. Puis il y a de tout au final dans la lutte. C'est ça qui est passionnant, c'est que peu importe ce que tu as envie de voir, il l'a dans la lutte. Ouais. La lutte l'a fait d'une façon ou d'une autre. On se base sur tous les référents populaires. Puis c'est sûrement un des arts aussi qui est le plus actuel ici et maintenant, là, qui est au diapason justement du peuple, là, pour le meilleur et pour le pire. Là, fait que la lutte a tant de mauvais côtés que de bons côtés, mais c'est pour ça qu'on l'écoute aussi. Ouais. C'est de raconter une histoire à un public qui est épris, puis qui peut sortir enragé, qui peut sortir avec plein d'émotions. Même si c'est une histoire qu'on leur raconte, les gens qui vont assister, des fois, sont fous furieux. Là. Ils ont envie de monter sur le ring. Des fois, ils montent sur le ring. Ça arrive. Mais c'est un show, la gang. Puis le public a un rôle à jouer aussi. Fait que c'est ça qui est le fun en tant que fan de lutte aussi. Là, la vibe d'y aller live dans un petit show de lutte indépendant. Puis plus la foule est petite, ben, plus ton rôle est important individuellement en tant que spectateur. Fait que il y a comme quelque chose de le fun d'être en phase avec le show. Puis de faire, si je cheer les gentils puis que je boue les méchants, ben j'ai fait ma job de spectateur, puis le show est vraiment meilleur quand la foule embarque. Quand la foule décide d'embarquer, quand la foule décide consciemment de jouer le jeu, puis la plupart du temps, c'est ça qui se passe dans un show de lutte. Fait que la foule veut que ça marche, puis c'est ça qui fait que ça marche. Fait que c'est une belle ambiance, puis tu as l'impression vraiment de travailler avec le monde. Puis des fois, ben, littéralement, tu te fais pogner par le lutteur, puis tu travailles avec le lutteur, puis il te demande, tu manger une claque pour vrai? Ouais, OK, claque. Là, le public capote parce que, OK, c'est la première fois que je viens ici, on peut se faire fesser, je pense. Puis là, ça laisse un doute encore en 2021, si tu es arrangé ou si tu vrai. Il y en a encore des fois qu'il y a un moment dans le match où là, je doute, ça pourrait-tu m'arriver à moi? En tout cas, allez-y, vous allez voir. Je reviens à The Fall, avant qu'on passe à ton prochain film. Oui. Ta scène préférée de ce film-là, c'est laquelle? Ton moment marquant? Ben, moi, c'est je pense que c'est le moment qui est voulu par des fois, tu sens que le cinéaste veut que ce soit ça le moment. Mon prof de théâtre au cégep disait le point lumière du spectacle. Je pense que là, c'est ça qu'il voulait, puis c'est ça qu'on a eu. Là. C'est vraiment le moment où est-ce que dans l'histoire, on peut-tu spoiler? Ou c'est un film qui est 2006 sorti, quand même. Il y a plus de 15 ans. OK, là, parfait. Au final, c'est ça. Ben, le personnage veut essayer de se suicider, essaie de convaincre la jeune fille. La jeune fille en allant essayer de voler les pilules pour lui pour la deuxième fois. Elle trébuche, puis elle se pète la tête. Puis lui, pendant ce temps-là, il a comme pété un câble. Fait qu'ils sont dans une espèce de pièce spéciale pour que lui puisse se rétablir mentalement. Puis ben là, il rencontre une ultime fois pour un peu clore l'histoire, mais lui, il est en méga dépression à ce moment-là, fait qu'il décide de se mettre à tuer tous les personnages de façon violente. Dans son histoire, les uns après les autres. Puis la petite fille, si j'en parle, je suis encore ému. J'ai écouté avant-hier, c'est encore venu me chercher, mais tu sais, la petite fille, tu sais, là, puis non, pourquoi pourquoi tu les tues? Arrête de les tuer, tu sais. Puis lui, il fait mourir, pack, un après l'autre, en larmes, en dépression. Tu sais, c'est mon histoire, c'est moi qui décide. Puis
pour arriver à la fin que le personnage principal dans la vision de la petite fille, c'est lui, tu sais. Puis au début, c'était son père. Puis à travers l'histoire, ce personnage devient le gars qui raconte l'histoire dans la vision de la jeune fille, où que là, tu comprends que lui, ça devient un peu sa figure paternelle. Voyons, je suis émotif. sa figure paternelle, puis elle dit « Je veux pas que tu meurs, je veux pas que tu meurs. » Puis dans l'histoire, pendant que lui est en train de mourir, de se faire étrangler par le méchant, dans une longue scène où il est sous l'eau, puis là, à un moment donné, tu sais, il abandonne un peu, puis il réussit à faire comme « OK, je vais m'accrocher à la vie. » Puis le personnage ressuscite, puis casse la gueule au méchant. Puis là, ça devient un peu ridicule, parce que le gars, imagine, tu sais, réalise dans la vraie vie à quel point il est rendu dark avec la jeune fille, puis là il veut rendre ça plus léger, fait que tu sais, ça passe de quelque chose de super poignant, violent, puis là elle crie non, arrête, assez de violence, tu sais, fait que là, ça se met à être comme un peu ridicule, cartoonesque, un peu même la façon que le méchant meurt, il s'auto-empale sur une épée, puis là, oups, tu sais, ça, je me souviens plus c'est quoi ça réplique, mais tu sais, ouch, ça fait mal ça, tu sais, puis tout devient un peu plus léger puis ridicule. Pour aider la jeune fille à... Juste le raconter, j'ai les yeux pleins d'eau. Je le vois, je te sens ému. Je trouve ça merveilleux. C'est vraiment beau. Ouais. Mais regarde, je vais te dire, tu as tellement un grand talent de raconteur. Je sais plus c'est dans quel épisode de Décideret. Ça fait peut-être 3 ans de cet épisode-là, mais tu parlais d'un lapin que tu avais avec ta blonde. Mon lapin. Tu faire endormir. En fait, il s'est fait graffiner l'œil par un chat, puis il y a une infection, puis il est décédé. Ouais. Puis moi, à ce moment-là, j'étais en séparation avec mon ex. Puis je déménageais dans quelques semaines. Puis on avait un chat ensemble. Puis je devais laisser aller ce chat-là. Puis c'est elle qui le gardait. Puis je t'écoutais raconter ce soir. J'étais dans le métro. Puis je revenais chez nous après la job. Puis je sentais les larmes qui montaient en moi. Juste la manière que tu racontais. Tu étais super ému. Mais tu sais, tout ça se rapportait à moi parce que j'allais aussi, à ma manière, perdre un animal. Puis là, j'étais comme... Quand je vais rentrer chez nous, je vais juste aller faire le plus gros des câlins à ce chat-là. Je vais juste le prendre dans mes bras. Puis là, je monte les escaliers, puis je me dis, je vais aller le voir, je vais le prendre dans mes bras. Ça va être mon dernier vrai moment faut en profiter. Avec lui. Je suis arrivé, puis mon ex est là, puis comme, l'air ému, qu'est-ce que t'as? Laisse faire. C'est drôle, c'est plusieurs personnes qui m'ont écrit, puis évidemment, c'était un moment pour moi c'était super viscéral. Puis ça, c'était en lien avec, j'avais perdu un ami... Julien, tu sais, puis j'avais beaucoup de responsabilités. Justement, tu sais, ma filleule, c'est sa fille, tu sais, fait que je pense que je me suis pas permis de vivre ce deuil-là à plein parce qu'il fallait que je m'occupe de ma filleule puis de la conjointe de mon ami Julien, puis tu sais, c'était sa femme, c'était pas sa conjointe, c'était sa femme. Fait que tu sais, je me suis comme pas permis tant que ça de vivre ce deuil-là à plein, tu sais. Puis mon lapin est décédé pas longtemps après, puis je pense que tu sais, j'ai tout ouvert les valves là-dessus, tu sais, je me suis consciemment permis ça d'être comme over émotif pour mon lapin, même si c'est touchant puis tout là, tu sais, je dénigre pas la mémoire de mon lapin, mais tu sais, je me suis vraiment comme OK, là je vais double down sur la tragédie du lapin, mais bon, ça fait des bonnes histoires. Tout à fait. Je sais pas c'est quel épisode de Décideret si vous voulez fouiller pour le retrouver, c'est vraiment un beau. En tout cas, vous vivez des super beaux moments. Vous embrassez l'émotion. On n'a pas peur d'aller là-dedans. On aime ça même, là, sans être complaisant trop là-dedans, sans trop vouloir se complaire dans l'émotion. Je pense que c'est important de vivre les belles comme les moins belles. Puis tu sais, c'est peut-être aussi pour ne pas avoir à les vivre dans la vraie vie, qu'on les vit devant un micro, tu sais, mais on s'en permet, puis tu sais, on se rend compte que le monde aime ça, puis ça crée une belle proximité avec le monde aussi, puis on vit toutes les mêmes affaires dans la vie à un moment donné, là, fait que ça peut permettre à du monde d'exulter un peu, d'expier un peu d'émotions, on va, tant mieux. Vraiment. Ton deuxième film maintenant, on passe de The Fall à No Country for Old Men, un film de 2007 de Joel et Ethan Coen. Ça met en vedette Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin et Woody Harrelson. Parle-moi de No Country for Old Men. Comme je te disais dans l'ouverture, j'aurais pu facilement prendre n'importe quel autre film des frères Coen. Je dirais même que c'est pas mon film préféré des frères Coen. Là, je pense pas. C'est juste. J'essayais de penser quand tu m'as demandé ta question cruelle qu'on devrait jamais poser à personne. C'est un scandale, ton podcast. 73 épisodes plus tard. Enfin, scandale. C'est un scandale de demander sur ça. La scène du podcast. Ça se fait pas. Fait que moi, je me suis juste accroupi devant
devant mon étagère de films, puis j'ai regardé mes films que j'avais achetés, puis c'est évidemment cette période-là où je travaillais au Vidéotron, où j'achetais beaucoup de films, tu sais. Fait que j'ai juste décidé avec quoi je vais passer, puis les premiers que je vais me souvenir, puis j'ai essayé de me concentrer, tu sais, sur c'est quoi mes meilleures expériences au cinéma, vraiment, là, tu sais, mais quoi que de Fall, j'ai pas écouté au cinéma, mais pour les autres films, c'était OK, comment j'ai reçu ce film-là, comment a été mon écoute, puis c'était là, je pense que j'étais le plus éponge, justement, ouvert à écouter des films, puis tout, fait que je pense que c'est pour ça que mes films sont tous un peu situés entre 2000 puis 2010, parce que c'était ce moment-là où j'étais le plus réceptif, émotif, puis où les films m'ont le plus touché. Fait que, tu sais, No Country for Old Men, moi, c'est ça, c'est vraiment venu me chercher, ce film-là. Je pense que, tu sais, c'est comme le premier film où je savais que j'étais vraiment fan des frères Coen. Là, c'est le premier film où j'avais hâte qu'un film des frères Coen sorte. Vraiment beaucoup pour aller le voir au cinéma. Puis, tu sais, je pense que tu me demandes si je peux aller voir la première fin de semaine parce que c'est là, il fallait que ça sorte. Fait que, tu sais, je pense que j'avais un gros hype intérieur avec ce film-là. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que mon expérience au cinéma m'a pas déçu. Puis, en réécoutant le film, tu sais, évidemment, c'est la performance de Javier Bardem qui vient, écoute, qui est hallucinante, même encore aujourd'hui. Là, tu sais, puis, même après l'avoir revu, tu sais, puis le personnage a été comme, est sorti du film aussi. Tu sais, il est devenu important dans la culture populaire, je pense. Là, il est devenu plus large que le film, là, même le personnage. On le voit dans des parodies. Exact. Family Guy, ils ont fait une parodie de ce personnage-là. Probablement que dans Les Simpsons, il y a une parodie à un moment donné de ce film-là. Ceux qui ont joué à GTA 5, je sais pas si tu as déjà joué à GTA 5, il y a un segment où tu roules sur la route, puis il y a juste un petit point qui apparaît sur ton radar. Tu y vas, tu as des voitures stationnées, une qui klaxonne, le chien à terre. Avec le chien à terre, puis tu revis la scène d'ouverture de No Country for Old Men. C'est super bien fait, puis ça te remet dans l'ambiance. Exact. C'est super cool. Je pense que c'est pour ça que je t'ai nommé ce film-là en tant que coup de cœur de ce que j'ai vécu au cinéma. Puis ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que j'ai réécouté pour me mettre dans le bain, j'ai réécouté un épisode de ton podcast, celui-là, puis j'ai choisi complètement au hasard avec Maud Landry que j'aime beaucoup, fait que j'ai des très bons épisodes d'ailleurs. Puis tu parles de No Country for Old Men là-dedans, puis de son côté, tu sais, le côté comique, puis le côté ridicule un peu. Puis j'ai fait, j'ai jamais écouté ce film-là sous cet angle-là, qui est ce qu'on devrait faire avec n'importe quel film des frères Coen. On devrait chercher la comédie. C'est très burlesque, No Country for Old Men. Puis dans tous leurs films, il y a même les films aussi ténébreux soient-ils, il y a toujours un côté assez comédique et souvent burlesque. Puis je l'avais jamais écouté ce film-là sous cet angle-là. Je pense que c'est vraiment à cause de la performance, encore une fois, de Bardem, qui est tellement bon et poignant que t'embarques dans cette trame-là, puis tu feels pour le protagoniste, qui au final est pas intelligent, il est pas brillant, il prend des décisions. Les décisions qu'il prend à la manière des frères Coen classiques, puis je comprends mal comment ça se fait que ça m'avait autant échappé là, à l'époque, que c'est pas quelque chose qui m'avait marqué, mais là, en l'écoutant sur cette lunette-là, toutes les décisions qu'il prend sont des mauvaises décisions. Là, de la même manière que William H. Macy le fait dans Fargo, qui s'enfonce dans un monde qu'il connaît pas, puis qui est plus grand que lui, puis qui est plus fort que lui, puis qui lui n'a pas les ressources pour survivre dans un monde comme celui-là. Le méchant, même s'il dégage des allures de cowboy badass, c'est plus un redneck incapable qu'un cowboy badass. Là, on peut facilement se rappeler que il est juste tombé là-dessus par hasard. Là, puis à chaque moment où c'est un peu, il aurait besoin d'agir et puis d'assurer, là, il assure pas. À chaque moment où il y a un peu de pression, il est pas bon puis il prend la mauvaise décision. C'est le personnage de Josh Brolin. Sa première décision, c'est qu'il voit un sac d'argent puis il part avec. À la course, il y a un chien qui court après, il nage dans la rivière. Puis le chien le rattrape. Puis le chien le rattrape. Il s'en sauve par la peau des dents. Là. Juste raconter une scène de même, ça a déjà de l'air d'une comédie. Où, tu sais, il se cache. C'est toute cette séquence-là. Il se cache dans les chambres d'hôtel, il cache la valise dans les conduits d'aération, puis il faut qu'il aille les chercher avec des balais. Dans une autre chambre d'hôtel. Mais tu sais, tout ce mouvement-là, ça part de sa propre paranoïa. Il veut pas rentrer dans sa chambre d'hôtel où il est déjà allé parce qu'il a peur que les méchants soient là. Mais à ce moment-là, ils le sont pas. Fait que là, il perd un temps fou à essayer de récupérer la valise qu'il a lui-même cachée. Mais tout le temps qu'il perd là, c'est ça qui fait en sorte que l'autre le retrouve au final, que le personnage de Javier Bardem le retrouve parce qu'il a perdu trop de temps avec un plan qui sert pas à grand-chose finalement, mais tu sais que la scène est bonne quand même, puis c'est ça je pense aussi la force des frères Coen, c'est que les plans la scène est tellement bonne, puis le niveau de tension est tellement élevé que tu réussis à passer vraiment facilement par-dessus le fait que au final c'est ridicule, puis c'est en y revenant après que tu fais mais au final c'était un peu nono ce qui vient de se passer là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, parce qu'à la fin, c'est Tommy Lee Jones qui a une espèce de grande réflexion sur qu'est-ce qui vient d'arriver. Il raconte un rêve.
C'est ça, puis... Tu sais, même lui, tu le vois qu'il comprend rien de ce qui est arrivé, tellement c'est absurde, tellement c'est genre... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, C'est même un peu la même finale là, que dans Burn After Reading. Dans un autre trame un peu, dans Burn After Reading, c'est vraiment super. C'est comme, hey, c'était donc bien épais, tout ça. On ferme le dossier, puis il n'y a rien à retirer de ça. Brad Pitt qui est tata, puis il est présenté comme un tata dans le film. Là. Exact. Puis la conclusion est la bonne. Ça, tout ce qui vient de se passer, c'est juste une série de faits de hasard qui réarriveront jamais. On n'a rien à apprendre de cette situation-là. On ferme le dossier, on sort, puis le monde est tout aussi absurde qu'il l'était au début du film. T'sais. Mais No Country for Old Men, il y a quand même un peu plus la réflexion de est-ce que je me reconnais vraiment dans un monde comme celui-là? Puis tu sais, ce qui nous ramène au titre, tu sais, puis ça, c'est une autre affaire que j'avais peut-être pas assez réfléchi, tu sais, pourquoi le film s'appelle No Country for Old Men, tu sais, puis au final, toutes ça m'a plus sauté aux yeux la deuxième fois que j'ai écouté le film, que tous les personnages plus âgés sont démunis, il y a un vieux vétéran là-dedans que, tu sais, il demande, tu veux-tu du café? Il dit, ouais, tu sais, il y en a toujours du frais, j'en fais une fois par semaine, tu sais, je me fais une grosse batch une fois par semaine, tu sais, fait que là, OK, le vieux vétéran de guerre qui est magané, qui sort pas de chez eux. Le personnage est dans une maison sale, puis c'est ça, il y a moyen de se faire du café une fois par semaine, puis de l'étirer toute sa semaine. Le personnage de Tommy Lee Jones qui raconte un peu les gloires passées de son père, qui était shérif lui aussi, puis tu sais, qui se rappelle de cette période-là avec beaucoup de nostalgie, tu sais, une nostalgie même que lui, il a pas tant vécu, tu sais, peut-être en début de carrière, il y avait un peu cette vibe-là, mais là, il sent que le monde devient beaucoup trop dangereux, violent pour lui. Il est pas habitué, tu sais, lui, il chérit l'époque où les shérifs n'avaient pas besoin de guns. Il y avait des shérifs à certaines places qui se promenaient sans fusil. Il s'ennuie de cette période-là, puis il redoute la période dans laquelle il vit en ce moment, que là, il commence à avoir des crimes partout, des crimes violents, compliqués aussi. T'sais. On sent aussi qu'il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas habitués de dealer, mais même la police n'est pas habituée de dealer avec des affaires aussi compliquées. Parce que c'est un petit village, parce que c'est un coin perdu du Texas. Exact, c'est des crimes simples d'habitude. C'est ça, puis Javier Bardem, son personnage Anton Chigurh, le premier meurtre qu'on le voit faire, c'est un vieux commis de dépanneur. Puis il fait juste y mettre une scène sur le comptoir en disant c'est quoi ta chance de gagner à pile ou face. Puis là, t'es comme de quoi tu parles, man? Je comprends pas, là. Pourquoi tu me racontes pourquoi tu me demandes de faire pile ou face? C'est quoi l'enjeu, tu sais? Puis, mais au final, lui, il gagne, tu sais. Lui, il a face, puis il l'a. C'est vrai, lui, il gagne. Il est comme épargné, mais il sait pas pourquoi. Puis, tu sais, c'est ça, dans la lignée des films des Frank Cohen, tu sais, faut toujours comprendre la métaphore aussi qui est dite, là. Tu sais, le film qu'on nous raconte, il y a quelque chose toujours de plus grand en arrière de ça, tu sais. Puis, les types sont le fun à voir, tu sais. Le personnage, justement, de Javier Bardem, Chigurh, qui est la mort, tu sais, qui représente vraiment l'espèce de mort qui est pas qui juge pas mais qui est aléatoire complètement, tu sais, puis on le représente par le pile ou face, tu sais. La mort est là, elle va te tuer ou elle va pas te tuer, ben elle tire à pile ou face, puis il respecte son pile ou face, là. Il y a du plaisir à tuer, il aime ça tuer parce que c'est la mort, mais il tue pas à tout prix, tu sais. Puis si le hasard a fait en sorte que la mort te tuait pas, ben il respecte ça, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment cette espèce de... Puis c'est ça aussi ça revient à le lien avec Tommy Lee Jones, que lui, ben ça l'effraie complètement. Ça le terrorise de penser que lui, quand il dit dans le film que quand il est entré pour être shérif, ben, il a remis un peu, il attendait un signe de Dieu, tu fais la bonne affaire, puis c'est correct. Puis il dit à un moment donné, ce signe-là est jamais venu. Puis là, ben, je constate que je n'ai pas nécessairement fait la bonne affaire parce que c'est de pire en pire. T'sais. Puis qu'est-ce que je fais? Ça sert-tu à de quoi? Ça a-tu un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Puis lui, il est tout. Fait qu'il prend sa retraite un peu d'avance pour aller vivre dans ce monde-là auquel il croit plus. Puis c'est ça un peu la finale. Le rêve qu'il voit, ben, il réalise que sa vision de la vie, c'est un rêve. Puis que la réalité, c'est que c'est bien plus cruel, puis aléatoire, puis inutile que ça. Je pense que c'est pour ça aussi que le film me parle. C'est un film qui n'a pas une belle résolution. Je suis quelqu'un qui peut être assez nihiliste dans la vie, assez très cynique aussi. Très cynique. J'essaie de combattre ça le plus possible en essayant de se concentrer à faire des belles, de personnellement rendre le monde meilleur. C'est pas parce que tu es cynique que tu peux pas être une bonne personne. Tu viens de faire applaudir en plus. Exact, pour cette citation incroyable, j'ai eu mon ovation, c'est tout ce que je demande. Non, mais c'est ça, tu sais qu'en tant que personne cynique, tu peux quand même te concentrer à essayer de rendre le monde meilleur, mais je pense pas que globalement ça s'en va dans le bon sens. Puis je le vis bien quand même, là, mais je sais aussi que dans ton entourage immédiat puis à petite échelle, tu es capable de faire des bonnes choses pour rendre ça plus le fun pour le temps qui
qui passe, là, tu sais. Fait que juste ce côté-là, fait que j'aime ça quand le cinéma nous le représente aussi, tu sais. J'aime aussi une belle finale d'Avengers, là, tu sais. J'adore ça, puis j'aime ça quand ça finit bien, là, tu sais. Ça fait du bien, mais j'aime d'autant plus quand on me présente ça comme, OK, tu sais, des fois, la réalité, c'est plate en crise, puis c'est tough, puis on finit des fois en se rendant compte que ça se peut qu'on serve à rien, là, aussi, là. C'est quelque chose qui te ferait peur d'arriver dans un monde que tu comprends plus? Ben, parce que oui. Je vais quand même faire une petite prémisse à ça, parce que sur Facebook, je te vois aller, puis des fois, on répond ensemble à certaines personnes. T'es très féroce, puis tu peux être très méchant, là. Je dirais, quand je coachais l'impro, je disais à mes jeunes, je suis dur, mais juste. J'essaie d'être juste, mais je sais que je ne suis pas tout le temps. Je sais que je l'échappe des fois. C'est aussi une affaire sur laquelle je travaille énormément. Okay. Là, je sais que c'est devenu un peu là, ma personnalité, entre guillemets, là, mais je me suis rendu compte avec le temps que les injustices, ou du moins ce que je considère être des injustices, là, j'ai pas la science infuse, puis j'en suis conscient, mais que ce que je considère être des injustices, puis l'hypocrisie du monde, c'est deux affaires qui viennent me chercher au plus haut point. Fait que quand une personne est ouvertement hypocrite, je peux pas m'empêcher de le caller out, puis tu sais, il y a toujours un moment de faire j'aime pas ça tant que ça patauger dans le négatif, tu sais. Mais j'aime pas ça non plus laisser quelqu'un, tu sais, faire de la merde publiquement puis s'en tirer sans que personne fasse quoi que ce soit, tu sais. Je trouve ça quand même important qu'au moins quelqu'un fasse, tu sais, hey, ce que tu viens de dire là, si tu parles à travers ton chapeau premièrement, là, visiblement tu comprends pas l'enjeu duquel tu parles, puis toi-même, on le sait, là, on te connaît, puis t'es pas comme ça. C'est hypocrite ce que tu es en train de faire là. Puis c'est même pas des fois tant l'enjeu premier de la discussion que toi-même, là, de la façon que tu t'exprimes en ce moment, c'est hautement hypocrite, puis c'est hautement injuste. T'sais. Moi, c'est souvent ça, je me suis rendu compte avec le temps qu'il venait me chercher, puis que je peux pas des fois m'empêcher même de dénoncer. Ouais. Donc, j'avais la question, est-ce que tu as peur de devenir comme Tommy Lee Jones à la fin de No Country for Old Men, de faire... Là, j'arrive plus à suivre. Ben, je pense que oui, parce que... non, parce que, dans le fond, j'essaie de rester toujours à l'affût. J'aime beaucoup ce que la jeune relève en humour, mettons, fait. J'aime ça, aller m'intéresser à ce qui se passe. Je suis pas quelqu'un qui, comme, quand il voit arriver, mettons... je suis pas sur TikTok moi-même en tant que créateur de contenu, mais je suis pas quelqu'un qui va arriver à un TikTok et qui fait comme « Ah, bon, la bébelle des jeunes. » Je fais comme « Ah, cool, c'est ça qu'à cette heure, le monde a envie de voir. » Moi, j'essaie je trouve ça super important de garder cette curiosité-là, puis ça vient peut-être effectivement d'une peur de manquer le bateau, puis tout ça, parce que je trouve ça triste, parce que ça peut pas mener à autre chose que de l'amertume, ça peut pas amener à autre chose que du malheur, puis de l'amertume, que de pas comprendre son époque, puis j'ai compris, je pense assez rapidement dans la vie que le monde évolue calissement rapidement, puis que c'est à nous autres de suivre la game, là, c'est pas le monde de ralentir, même si j'aimerais ça que le monde ralentisse, je pense pas que c'est ça qui va arriver, fait que autant que possible, moi, d'être capable de ralentir dans mon beat de vie personnelle, je trouve ça important. Mais ça veut pas dire de se fermer à ce qui est nouveau. T'sais. Ça veut pas dire d'être un expert de tout, mais juste de comprendre pourquoi ça existe et pourquoi les gens aiment ça. Puis ça veut même pas dire d'aimer ça soi-même. T'sais. Non, c'est ça. C'est même pas de l'apprécier, juste de le comprendre, puis de savoir que ça existe, puis de savoir que c'est ça que les gens font. Moi, je pense que c'est juste ça qui s'apprend pour rester relevant, juste pour pas être largué quand une conversation commence, tu sais. Puis OK, tu sais. C'est pas de comprendre toutes les tendances au moment où les tendances sortent, mais juste de savoir que ça existe pour pouvoir comprendre les référents d'un film que tu écoutes. C'est juste ça. Il y a ça, ouais, de pas être largué par tout. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, t'es pas obligé de tout aimer ce qui se fait. Mais de pas avoir un regard hautain ou prétentieux sur ces affaires-là. Puis, tu sais, aussi, j'ai travaillé souvent longtemps avec des jeunes quand j'étais coach d'impro au cégep à Valleyfield pendant quelques années, puis de théâtre aussi, tu sais. Puis, je trouvais ça super... je me sentais super privilégié d'être toujours avec des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans, qui eux autres sont là-dedans, là, sont en train d'apprendre des affaires, de découvrir des trucs. Moi, je peux leur faire découvrir des trucs qu'ils connaissent pas parce que je suis un peu plus vieux qu'eux autres. Ou de les voir triper sur quelque chose puis de faire « Hey, moi, ça me fait penser à cette affaire-là. » Fait que vous checkerez ça si ça vous tente. Ça ressemble bien gros à ça. Pas de faire comme vous écoutez ça, ça a déjà été fait des milliers de fois. Moi, dans le temps, il y avait ça qui existait. Ça, c'est juste une pâle copie de ça. Ben non, tout le monde...
c'est pas une pâle copie, c'est une actualisation d'un thème. C'est ça. De toute façon, il y en a 5 thèmes qui existent dans le monde entier. Là. Puis ils ont déjà tous été écrits. C'est ça. Shakespeare devait sortir des pièces, puis des gens disaient « Ouais, ça a été fait. » Mais oui, puis même, c'est ça, il y a littéralement, je pense, 5 grands thèmes. Là, je sais plus, là, Ouais, je pense que c'est 5 à l'école de théâtre, là, ouais. il y a 5 ou 6 histoires, puis ils ont déjà toutes été racontées, Flash News. Là, fait que, oui, tout peut se rattacher à un mythe de la Grèce antique. Là, fait que non, c'est pas la redite. Fait que, je trouve ça plate quand les gens prennent les jeunes de haut. Au contraire, Ouais. laisse-les découvrir de la manière, peu importe la porte d'entrée vers un médium ou un type d'art, même si dans 10 ans, cette personne-là va dire « Hey, c'est un peu naïf pour moi que mon introduction au cinéma ait été par je sais pas. » Moi, il y a sûrement du monde qui ont voulu être acteur parce qu'ils ont vu Twilight quand ils étaient jeunes, là, puis ils ont capoté là-dessus. Mais tant mieux, puis là, ça les a amenés à écouter d'autres choses, puis ils savent, ils vont finir par le savoir qu'il y a des affaires qui sont plus deep et tout ça, mais moi, j'ai jamais voulu juger les choses pour leur qualité artistique. Moi, si quelque chose a amené un jeune à s'intéresser à un type d'art, que ce soit le théâtre, peu importe, le cinéma, moi, je suis content quand quelqu'un tripe sur l'art. Ouais. Puis peu importe où tu veux te rendre aussi dans l'art, si tu veux aller dans le plus deep, dans le plus profond, tant mieux. Il y a des belles affaires à sortir d'un peu tout. Mais si tu restes en périphérie et que tout ce qui t'intéresse, c'est de juste dévorer tous les films de Marvel, tant mieux. Tu consommes de l'art pareil. C'est ça. Puis ça t'amène à faire des lectures ou faire des recherches qui t'amènent à tomber sur quelque chose d'autre. Puis tu fais comme ah, OK, un tel parle de ça dans tel film de Marvel, je veux aller voir ce que c'est. Puis ça t'amène à développer une curiosité. C'est ça qui compte. Puis tu sais, c'est comme la même chose que toutes ces histoires-là sont inspirées des mêmes mythes, des mêmes. Tu sais, fait que vous allez finir par le retrouver, apprendre même à apprécier d'autres types d'art, même si vous écoutez juste les Marvel. Ouais. Faut pas juger l'art que les gens consomment. Non, c'est ça. Un film pourrait sortir aujourd'hui, ressembler à Terminator. Ouais, mais Terminator a été fait il y a 40 ans. Et c'est ça, ils ont le droit. On a correct, le droit de c'est raconter la même histoire. Moi, c'est ça, je suis un raconteur d'histoire. Je suis pas un créateur d'histoire nécessairement. Fait que moi, je respecte énormément ça, de reprendre une histoire qui a déjà été racontée, mais de la raconter à sa manière. C'est ça la beauté. C'est ça qu'on fait depuis les Hommes des cavernes. C'est de même que l'art a commencé, c'est se raconter des histoires que l'autre avait déjà vécues. Puis que la personne les gens se racontaient des histoires que l'autre personne avant d'elle avait vécues, puis il dessinait ses murs des cavernes. C'est ça l'art, c'est raconter des histoires qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà vues. Exactement. En se l'appropriant. Il y a une phrase géniale de Gilles Vigneault qui avait dit « Tout a été dit, mais pas par moi ». Exact. C'est ça. Exact. Fait que dites-en des affaires. Dites-les mal, dites-les bien, mais dites des affaires. Ça. Ben oui. Puis si je reviens à No Country for Old Men, c'est pas un récit incroyable au final. No Country for Old Men, c'est pas... C'est épique dans sa façon que c'est fait, mais ça reste un gars qui trouve une grosse poche d'argent puis que ça vire mal. C'est la prémisse des dangereux. Exact. Puis tu sais, t'as des... Même, là, des malfrats qui courent après. Il y a juste des meilleurs effets spéciaux, dans le fond, que les dangereux. C'est pareil comme les dangereux. C'est pareil comme les dangereux. Excuse-moi, la citation vient de rentrer là, au poste dans ma tête. OK. On le dit. dira... méchants courent après. Dites-le pas au Frank Owen qu'on Non, mais je vais peut-être appeler Louis Saya pour dire. Louis! Ça ferait plus plaisir à Louis qu'au Toi, t'as fait No Country for Old Men Québec. Aïe. En plus, je l'ai réécouté récemment, Les Dangereux. Là, puis tabarnache. Moi, ma scène préférée, c'est le feu. Là, quand Didier Lucien meurt par le feu, mais que c'était comme un canon de feu en bordure du spectacle, puis le feu le traverse comme si c'était un laser, tu sais. Je me rappelle tellement pas. C'est super weird, tu sais, parce que c'est un feu fait en CGI. Fait que, tu sais, normalement, si je te pitch une flamme dessus, la flamme va t'engouffrer, tu sais. Le feu va prendre après ton linge, puis tu vas t'engouffrer. Lui, le feu passe à travers lui comme un laser, puis la flamme est bien drette, puis elle traverse comme si c'était fait transpercer par une épée, tu sais. C'est le pire effet spécial que j'ai vu de ma vie. Je vais le regarder. J'inviterai Marc-André Roy, puis on le regardera. Ah, c'est magnifique, là. Dans No Country for Old Men aussi, tu sais, le côté très comique qui m'avait un peu dépassé, même le personnage voyons pourquoi j'oublie son nom. Tu l'as nommé en... Woody Harrelson? Woody Harrelson, pardon. Ouais, espèce de cowboy dans une tour à bureau qui... Ouais, qui est comme la façon qu'il parle, tu comprends que le personnage de Javier Bardem est meilleur que lui. Lui est comme le deuxième meilleur dans sa tête, là, tu sais, puis il vend sa légende, il vend sa salade, puis il est crédible, là, tu sais, encore une fois, parce que c'est bien fait, puis parce que c'est bien écrit, tu y crois son personnage, mais au final, tu sais, il fait rien, ce gars-là, là. Dès qu'il retourne à sa chambre d'hôtel, il se fait suivre, il se fait descendre par Bardem, tu sais, tout de suite, là, instantanément, tu sais. C'est
hautement comique parce qu'ils viennent de bâtir un personnage pendant une longue scène là, de une bonne discussion, là, une bonne scène à la Cohen, là, un plan fixe, puis beaucoup de mots, puis badass. Là, il est imposant, le personnage, puis il se fait descendre la scène d'après là, de la façon la plus pauvre au monde, puis la façon la plus cheap. Ce gars-là, dans sa tête, c'était pas ça, sa fin, là, pas du tout. Là. Fait que il y a quelque chose d'ultra comique et ridicule, encore une fois, dans l'incapacité des personnages à être efficaces. Là, c'est magique. Puis là, ça finit aussi avec la Javier Bardem qui réussit à se sauver, mais juste avant de se faire sauver, se fait rentrer dedans par un personnage inconnu. Il est quand même... C'est une madame qui rentre dedans tôt le matin. Je sais même pas si on la voit, le personnage. Je sais même pas si on voit le personnage qui s'est fait rentrer dedans. Je me souviens pas. En tout cas... Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, mais il me semble que c'est ça que je me suis dit qu'on voyait même pas c'était qui le personnage. Parce qu'au début, tu peux penser que c'est un je sais pas, c'est peut-être le personnage de Tommy Lee Jones qui fait un ultime acte de bravo. Il se suicide. Ça aurait pu aller là, que le personnage de Tommy Lee Jones décide de se suicider en tuant le personnage de Javier Bardem, en rentrant dedans avec son char. Première, parce que je me rappelais même plus de cet accident-là. Puis je fais comme, oh shit, c'est ça qui se passe? C'est ça la fin? Mais non, c'est pas ça la fin. Mais ça aurait pu être ça. Finalement, c'est juste, encore une fois, le hasard qui survient puis qui surgit sans discrimination. Il marche avec l'os qui lui sort de la jambe. T'as deux kids assis sur le bas du trottoir, puis il y en a un qui fait juste le regarder. Hey sir, your bone sticking out of your leg. C'est son bras. Ça sort de son bras, puis tout, tu sais. Your bone sticking out of your arm. Puis il fait juste répondre, I know. Puis il s'en va. Il demande son chandail, tu sais. Puis j'avais pas réalisé aussi, il y a beaucoup de parallèles entre le personnage de Josh Brolin puis le personnage. Ils vivent un peu les mêmes choses. Un moment donné, Brolin, il a besoin il achète un manteau à $500 d'un gars pour traverser la douane parce qu'il est plein de sang. Fait qu'il achète le code d'un gars, puis il achète sa bière. Puis là, Josh Brolin, il achète aussi le shirt de l'enfant plus tard. Il y avait un autre parallèle aussi où quand les personnages se font tirer dessus, puis ils sont obligés de s'enlever les morceaux de balles du corps. Les deux, il y a comme un genre de parallèle intéressant. Puis, tu sais, je sais pas trop s'il y a une signification tant que ça à ce personnage-là, tu sais, que les deux sont comme l'envers peut-être d'une même médaille. Tu sais, c'est la proie puis le prédateur, mais qu'au final, ils sont la proie puis le prédateur de quelqu'un d'autre, eux aussi. Là. Fait que il y en a un qui est le jeune cowboy, l'autre qui devrait être l'héritier un peu du vieux cowboy, puis pas du tout. Là, non, pas en tout. Puis ça inverse les rôles aussi parce qu'à un moment donné, Josh Brolin ne fait que se sauver, puis à un moment donné, il décide de répliquer. Puis, tu sais, il y a un beau jeu de la proie qui devient le prédateur là-dedans. Fait que non, pour moi, c'est un film qui m'a marqué et qui est bien réussi. Puis c'est ça, c'est tellement prenant que c'est ça qui est la beauté de, je pense, la plupart des films des frères Coen, c'est que tu te laisses prendre par le film complètement, puis c'est après, en y repensant, que tu vois tous les layers du film, puis même des années plus tard, en réécoutant, mais j'ai découvert encore d'autres layers de ce film-là que j'avais pas vu. C'est ça qui fait le génie de ces gars-là, puis qui font en sorte aussi que leurs films sont là, plus maintenant, parce que ce sont des légendes, mais tu sais, un film comme le Big Lebowski, tu sais, qui a pris 3 ans avant de décoller, parce que ça a été mal reçu, personne n'a compris ce film-là quand c'est sorti, mais ça a pris 3 ans que les gens l'ont mijoté, puis à un moment donné, le monde a fait « Hey, c'est du putain de génie, ce film-là, tu sais, mais c'est la beauté de ce film-là, tu sais. » Puis le fait que le film, le Big Lebowski, n'a pas pogné dès sa sortie, c'est qu'il n'y a pas ce côté un peu plus racoleur, entre guillemets, de No Country for Old Men. Il n'y a pas ces grandes scènes d'action-là. Il n'y a pas le côté western, justement, pour venir chercher le grand public. À des gars jouent au bowling, puis il y a une journée qui va mal avec de l'argent. Exact. Puis il n'y a pas assez de... Il y a quelques trucs un peu plus dans le monde interlope, mais c'est pas assez tape à l'œil pour que le grand public soit attiré juste par ça. Alors que dans No Country for Old Men, il y a ça. Là, tu peux l'apprécier sans voir tous ces layers-là. Puis à un moment donné, tu découvres ces layers-là, puis tu l'apprécies d'autant plus. Ouais. On va rester dans la catégorie des films avec plusieurs layers, avec Team America, World Police. Un film de 2004 de Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de South Park, qui sont évidemment en vedette dans le film. Leur voix est mise en vedette au travers de marionnettes à la Thunderbirds, les sentinelles de l'air. Ouais. Il y a aussi Kristen Miller qui prête sa voix dans ce film-là. Team America, World Police, Mathieu Niquette.
Écoute, ça, c'est Embarquons. post-11 septembre. Moi, je suis folle. Post-guerre en Irak. Post-guerre en Irak. Pendant la guerre en Irak. On est là-dedans. On est en 2004, 2004. Là, fait que c'est dans plein là, dans cette espèce de paranoïa-là du terrorisme. La grosse ère Bush. Là, on est vraiment en plein milieu de l'ère Bush. C'est une année électorale aussi aux États-Unis. Dans le temps précieux, on savait pas qu'il était précieux, où George Bush était le pire président des États-Unis. Puis qu'on était comme on capotait parce que George Bush était président des États-Unis. On se dirait ils peuvent pas tomber pire. Non, on n'avait aucune idée. Les enfants qui écoutent, oui, c'est possible une époque où il y a un autre pire président des États-Unis. Nous autres, on était sûrs que c'était comme le fond du baril, là. Puis tu sais, c'était ça Puis tu sais, c'est ça, moi, à un moment donné, il m'a fait un petit peu relativiser Trump, là, tu sais, qui fait comme, hey, probablement que bientôt, il va en avoir un pire que lui, éventuellement, tu sais. Il y a Will Ferrell à Saturday Night Live, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais il était retourné faire George Bush à un moment donné, puis les gens l'ont super bien accueilli parce que c'est Will Ferrell, forcément. Oui. Mais il dit, je veux juste vous rappeler qu'à mon époque, c'était moi le pire président. Et je veux vous rappeler que je n'étais pas un bon président. Parce que là, il y a un gars qui fait pire que ce que j'ai fait. Mais moi, j'ai inventé une crise de toutes pièces pour aller bombarder un pays. J'ai menti sur plein d'affaires. C'est mon père qui fait que j'ai eu que j'ai pu être président. Puis il fait juste dire toutes les mauvaises affaires d'administration Bush. J'ai détruit notre économie, ce qui nous a plongé dans la pire crise économique. Je veux juste vous le rappeler que j'étais pas un bon président. Puis là, on regarde ça en 2021, on va faire good times. Good times. Hein? C'était une belle époque. Je préférerais retourner au 11 septembre qu'aux 4 ans de bref, c'était cette époque-là. Puis les gars de South Park, qui ont toujours été, depuis mon adolescence, là, qui ont été des gars que je considère rien de moins que des génies, puis qui sont capables de se renouveler, qui sont des gars ultra brillants, qui ont une analyse de la situation, qui est unique, puis qui ont réussi à faire leurs propres affaires tout au long de leur carrière, de la façon qu'ils voulaient les faire. Puis ça fait qu'un produit qui est unique, puis qui est toujours bon, puis qui est toujours en phase vraiment avec l'époque dans laquelle elle vit, puis qui tire sur tout ce qui bouge, qui eux autres trouvent trop extrême. C'est pas des gars qui sont ni à droite ni à gauche, je pense. Là. Ouais. Je pense que c'est des gars qui se moquent des extrêmes. Mais, comme tu disais tantôt, qui n'aiment pas, t'aimes pas l'hypocrisie de la même manière qu'eux voient l'hypocrisie. Puis si tu voyais quelqu'un super à gauche avoir un discours ultra hypocrite, tu y dirais quand même. Exact. Puis même si tu es plus d'accord naturellement avec ce que cette personne peut dire. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que la fin justifie les moyens. C'est pour ça que je travaille des fois en politique, mais j'ai pas les deux pieds dedans. Là, parce que à un moment donné, des fois piler sur tes valeurs, tout ça, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que je vais donner un coup de main quand je peux, mais je pourrais pas avoir les deux pieds là-dedans parce que je sais que dans nos jours, il y a beaucoup trop de compromis moraux à faire pour pouvoir être à l'aise là-dedans. Puis moi, je pourrais pas. Mais où c'est qu'on s'en allait avec ça? Team America. Oui, Team America, tout à fait. Je sais pas trop où c'est que je m'en allais avec ça. C'était par rapport au fait que Matt Stone, Trey Parker ne sont ni nécessairement à gauche ni droite. Ni à gauche ni à droite. Puis, parce qu'ils dénoncent quand même le libéralisme hollywoodien, mais qui va quelque part, mais qui fait encore plus de mal. Exact. Puis ils dénoncent aussi Roger Moore. Michael Moore. Excuse-moi, Roger. Je veux pas avoir un James Bond. Je veux pas avoir un James Bond contre moi. Ce gars de gauche. J'ai moins peur de Michael Moore que de Roger Moore. C'est ça, de Michael Moore, tu sais. Fait qu'ils ont ça aussi dans leur film, là. Puis évidemment, la principale dénonciation est faite contre la réaction des États-Unis d'aller tout décrisser puis de faire croire que c'est parce qu'ils font ça pour le bien de l'humanité. Puis c'est ça, c'est World Police, là. C'est ça, le gag, en gros. C'est eux débarquent dans n'importe quel pays, détruisent tous les monuments. Puis tu sais, à travers ça, il y a l'espèce de joke de les Américains sont comme incultes à propos des autres cultures. Fait puis on vous amène la liberté. Ouais, puis on vous amène la liberté en France, tu sais, parce que vous n'avez pas ça, vous, en France, la liberté. Le film commence en France. Il y a... Je pense que c'est même pas un terroriste, c'est un homme à la peau brune, barbu, qui a comme... je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai eu, mais tu sais, au pire, genre, il met une bombe dans un... Oui, c'est ça, mais là, c'est Eux, ils débarquent, puis ils détruisent la tour Eiffel, détruisent l'Arc de Triomphe. C'est ça, puis tu sais, il y a tout ce gag-là sur... C'est ça, la seule affaire que je pense qui aurait peut-être un peu mal vieilli dans le film, je me disais, c'est peut-être le traitement des autres cultures, mais en même temps, c'est super conscient de son niveau, parce que, tu sais, les méchants, tous les Arabes s'expriment en disant « Dirk, Mohamed Ali, Mohamed Dirk Jihad », puis tu sais, c'est toujours comme un peu ça le ton. Toutes les nationalités,
peu importe quelles qu'elles sont. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment vu sous la loupe de on est des gros Américains incultes, fait qu'on va agir comme tel. Fait que tu sais, dans toutes les places, ils détruisent tous les monuments importants des endroits qu'ils visitent, mais ils sont tous dans le même quartier, tu sais, parce que c'est ça la vision des Américains. Là, tu sais, chaque pays est un cliché avec ses monuments importants. Fait que tous eux autres viennent détruire tout ça, puis ils partent toujours super contents de rien. De rien. Tout le monde est sous le choc. Qui s'écroule tranquillement. Remerciez-nous pas! Tout le monde part un peu comme traumatisé. Tous les gens sur place sont traumatisés, puis eux autres sont là. Thank you! Merci beaucoup! Puis là, ils s'en vont dans leur gros jet. Puis, tu sais, l'histoire, en gros, c'est... puis ce que j'ai réalisé aussi dans le film, c'est qu'il n'y a aucun soldat dans le groupe. Là, c'est tous des gens qui font d'autres choses. Il y en a un qui fait des musicals sur le sida. C'est ça, ils vont chercher ce gars-là parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'un acteur pour pouvoir aller infiltrer les terroristes là-bas. Comédien. Ah, puis il est dégueulasse, tu sais. Puis là, Everybody got AIDS! La trame sonore toujours incroyable de Trey Parker puis Matt Stone. Mais c'est ça, fait que là, ils vont chercher cet acteur-là pour aller remplacer un membre qui décède au début du film, justement, quand à l'attaque sur Paris. Puis là, ben, ils vont chercher cet acteur-là. Ils s'en vont essayer de combattre, essayer de recueillir des informations. Et là, en allant recueillir des informations, ils découvrent que tout ça, tous les terroristes sont contrôlés par Kim Jong-il à l'époque, père donc de Kim Jong-un. Puis ça, on était justement dans l'époque où on découvrait c'était quoi la Corée du Nord, là, vraiment. Puis que là, on était curieux de « Wow, c'est quoi cette petite place de malade-là? » Il commençait à avoir des documentaires qui sortaient de Vice là, sur l'équipe des Harlem Globetrotters qui sont allés en... Fait qu'on commençait à faire quel monde fucked up. On était en plein cœur de ça. Fait que les gars de South Park ont vraiment bien exploité ce filon-là en mettant Kim Jong-il à la tête de tout ça. La gang de gentils combattants se font kidnapper par Kim Jong-il pendant que le méchant acteur lui est en remise en question totale sur sa vie. Puis tout le monde se fait kidnapper. La base se fait bombarder. Et là, l'acteur doit aller récupérer ses amis en Corée du Nord pendant un grand spectacle mettant en vedette tous les artistes nord-coréens qui jouent pour tous les acteurs de la FAG, la Films Actors Guild, qui représente un peu, c'est ça, tout ce cliché-là de la gauche un peu mal informée qui veut juste défendre des choses. Mené par Sean Penn. Mené par Sean Penn et Alec Baldwin, en fait. Mené par Alec Baldwin, surtout, qui est le meilleur acteur de tous les temps. Puis le personnage de l'acteur là-dedans qui est comme terrorisé à l'idée d'affronter Alec Baldwin. Puis tous les acteurs représentent un peu ce stéréotype-là des gens qui défendent une cause. Là, justement, ils appuient Kim Jong-il parce que ça appuie leur... je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils défendent là-dedans, mais je me souviens même pas. C'est ça, ils défendent rien au final, puis ça les met à s'allier avec Kim Jong-il. Ils veulent juste être anti-américains, ce qu'on comprend, mais en même temps, c'est ça, c'est juste... Si les États-Unis font quelque chose, c'est de la merde. C'est ça. Puis là, tu fais non, là, ils sont en train d'essayer de combattre les terroristes et Kim Jong-il. Fait que, tu sais, des fois, même si les Américains sont un peu... Tu sais, il y a ça aussi, là. Parce que ça peut avoir l'air facilement de juste un gros finger aux États-Unis, ce qu'il l'est aussi. Mais ça démontre aussi quand même une espèce ça démontre bien la dualité, c'est quoi l'Amérique, là. Tu sais, c'est compliqué en esti, les États-Unis. Puis il y a du bon puis du mauvais. Puis des fois, les mauvaises personnes font des bonnes choses. Puis c'est complexe. Puis on comprend pas tout. Puis les gens qui prétendent détenir cette vérité-là, ben, sont full of shit. Puis on va leur pisser dessus littéralement. Fait que tu sais, il y a cette espèce d'amour là des États-Unis tout le temps, tu sais, que j'aime beaucoup dans les œuvres qui dénoncent les États-Unis aussi, là, tu sais. J'aime ça quand la première couche c'est d'envoyer chier les États-Unis, mais tu sais qu'au final tu fais on le sait qu'on est américains nous autres aussi, puis on le sait qu'il y a quand même des bonnes affaires. Puis ben, tout ce film-là se règle avec le célèbre speech sur les dicks, les pussies et les assholes. Qui fait vomir tout le monde. Qui fait vomir, mais tout le monde en même temps est comme charmé par ça. C'est un speech qui se fait raconter par un vieux dude sous dans un bar. Puis là, il fait you're a dick. Puis dans la vie, les dicks fuck les pussies. Mais des fois, les dicks fuck les assholes aussi. Puis des fois, quand les dicks fuck around too much, ben, on se retrouve avec le dick et la pussy complètement couvert de marde. Fait que des fois, les assholes ont besoin d'un bon fucking. Puis là, ben, plus tard, le personnage principal reprend cette métaphore-là pour sauver dans une joute d'acting contre son némésis, Alec Baldwin. Mais là, Alec Baldwin il va faire un bel effort. Puis là, pour sa réplique, son speech est « I'm a dick. And the fag are pussies. And Kim Jong-il, he's an asshole. »
Fait que là, ben, tu sais, au final, c'est que non, les poussies aiment pas ça quand les dicks fuck les assholes parce que ça peut mettre de la merde partout. Mais au final, quand les poussies veulent trop être contre les dicks, ben, ils se rendent compte qu'ils peuvent être eux aussi couverts de merde et devenir des assholes parce qu'au final, la poussie et le asshole sont pas si loin l'un de l'autre. Puis des fois, les assholes ont besoin d'un bon fucking. Puis là, il y a une ovation, puis il gagne sa joute oratoire contre Alec Baldwin. Fait que tous les acteurs sont sauvés et parce que là, c'est ça, tous les dirigeants de tous les pays mondiaux sont réunis dans cet événement-là. Puis Kim Jong-il menace de tout faire exploser le monde pour les faire sombrer dans le chaos. Mais là, grâce à la performance d'acteurs et à cette superbe métaphore très South Park-esque, tu sais, qu'il y a quelque chose de évidemment très pipi caca. On peut s'arrêter à ça, mais qu'il y a quelque chose de fondamentalement vrai. Et tu sais, à la limite, bon, c'est pas touchant, mais tu sais, c'est quand même. Tu réfléchis sérieusement à cette métaphore-là, puis ça marche. C'est ça, t'es comme. Ouais, c'est ça, c'est pipi caca, mais ils ont pas tort. Elle marche, sa métaphore. Puis tu sais, c'est con parce qu'il est devant tous les présidents de tous les pays. Fait puis s'il y a de quoi d'universel dans la vie, c'est ça, là. Tu sais, c'est la reproduction, exact, et la défécation. Tu sais, c'est con, mais ça, on est dans de quoi d'ultra simple, mais malheureusement ou heureusement ultra rassembleur. Tout ça au travers d'une chanson mémorable, America, fuck yeah. Tu sais, c'est ça, toute la trame sonore. C'est pas clair s'ils disent fuck yeah ou fuck you, fuck yeah. Tu sais, c'est ça, là. Cette ligne-là est vraiment parfaite. Puis juste aussi, là, on n'a pas parlé du tout du côté, la réalisation est hallucinante. Je sais pas combien de temps ça leur a pris pour filmer ça, mais c'est des années. Le making-of de ça, si vous avez la chance d'écouter le making-of, c'est vraiment le fun, là, parce que, tu sais, on les voit devenir complètement à bout. Spoiler alert, ils referont jamais ça de leur reste de vie. C'est Trey Parker, principalement, qui réalise le film. C'est lui, le réalisateur principal. Fait que, tu sais, c'est lui réellement là, qui est là à essayer de comprendre comment ça marche, de réaliser que Kim Jong-il doit avoir des 17 paires de lunettes différentes, parce que, dépendant de l'angle que c'est filmé, ça peut faire un reflet dans ses lunettes. Fait que là, il y a plein de sortes de lunettes qui sont inclinées à divers degrés pour éviter les reflets. Écoute, le souci du détail là-dedans, il est hallucinant. Puis le film, juste le premier plan du film, c'est du pur génie à mon sens. On s'en va voir un film des gars de South Park qui est un film de marionnettes à l'époque, en 2004. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Là. On n'a jamais vu ces gars-là. Mais vraiment, marionnettes à la Thunderbirds. Oui, avec les fils. On voit les fils. Tu vois, puis ça a dû s'en mêler 1000 fois. Ah, c'est horrible, là, tu sais. Puis il doit y avoir comme, je pense qu'il y a 50-60 marionnettistes qui travaillent là-dessus, tu sais. C'est un travail de fou, là. C'est un travail de moine. Puis c'est drôle parce qu'à travers le making-of, tu vois Trey Parker perdre ses cheveux, là. Tu comprends que le film a beaucoup à faire là-dedans. T'sais. Mais le premier plan du film, c'est une marionnette, donc, avec des fils, puis c'est cheap au bout. Là, c'est un petit décor en 2D peinturé là, à la main, puis c'est comme un peu cheap. Puis là, tu fais comme, oh shit, OK, c'est là-dedans qu'on s'embarque. Sur une petite toune, tu comprends que ça se passe en France, une petite toune typiquement française. La caméra recule, puis c'est une marionnette qui est en train de contrôler une marionnette. Puis t'as genre 60 personnages d'un coup. Qui sont tous animés en même temps. Tous les personnages sont là. Oui, avec des voitures, avec la ville de Paris. Zoom out sur la ville de Paris avec un détail incroyable. Toutes les tuiles sont faites en petits croissants sur le plancher. C'est super beau. Wow, puis là, tu sais, juste ce plan-là est pour moi du pur génie parce que ça aurait pu être juste ça, là, le petit décor en 2D, là, puis la petite marionnette plus cheap. Là, ça aurait pu être ça, puis j'aurais été satisfait. C'est une façon de nous dire que ce ne sera pas cheap comme South Park, ce que vous allez voir. Exact. C'est pas les décors en 2D avec les petites marionnettes mal faites ou les petits bonhommes mal faits de South Park. Là, on a du budget, puis on y va à fond. Let's go. Puis on se donne dans l'art de la marionnette, parce que les autres, c'est des gars, je pense, qui respectent vraiment aussi toutes les formes d'art. Puis, ils font, OK, on fait de la marionnette, mais on fait de la marionnette, là, comme des vrais pros font de la marionnette. Puis, tout en se permettant de faire des jokes de mauvaise manipulation de marionnettes aussi à travers tout ça, t'sais. Parce qu'il y a un combat au début, un combat de... Ça vire en combat de karaté, tu sais, très kung-fu, parodie de film de kung-fu. Mais les deux marionnettes ont juste les bras le long du corps, puis font juste comme se frotter l'une sur l'autre de façon maladroite, tu sais. Mais plus tard dans le film, il y a une vraie scène de kung-fu, tu sais. Puis ils font pour vrai la scène de kung-fu, fait qu'ils sont capables de le faire, mais... Sûrement qu'en manipulant les marionnettes, ils trouvaient ça trop drôle des fois. OK, on garde ça. Là, le personnage se déplace maladroitement de côté. C'est ça, c'est ridicule. Mais il faut le montrer parce que c'est drôle. Fait que pour la joke, on va il y a du monde qui vont penser que c'est parce qu'on n'est pas capable de contrôler des marionnettes, mais fuck that, nous autres, ça nous fait rire. Fait que, ça, c'est le fun. J'aime ça qu'ils se permettent quand même d'aller là. Mais après ça, ils te montrent, non, on est capable. Là, ouais.
Je pense au niveau de l'ironie, c'est quoi l'influence de Matt Stone, Trey Parker sur ton humour, sur qui t'es, ou même sur tes... Ben, on a parlé un peu de tes positions politiques ou ton aversion pour l'hypocrisie, mais c'est quoi l'influence que ces gars-là ont pu avoir sur toi? Ben, c'est que moi, je pense que c'est important, c'est nécessaire, puis c'est le fun de servir de l'humour puis même de l'humour acerbe, puis de l'humour pointu, puis de l'humour à la limite parfois agressif, tu sais, mais toujours le plus possible sous le couvert de l'humour. Si je le couvert, c'est même pas pour le cacher tant que ça que je pense que la pilule peut passer beaucoup mieux. Puis c'est beaucoup plus agréable. Tu sais, j'ai travaillé avec Sylvain Larocque, j'ai fait l'assistance à la mise en scène de son dernier spectacle. Puis lui, tu sais, il y a une phrase qui revient tout le temps, puis qui est comme un peu, je pense, un de ses moteurs du moins. C'est, tu sais, sourire, c'est une autre manière de montrer des dents, tu sais. Le rire, le sourire, c'est aussi ça, tu sais. Ouais. Fait que il y a ce côté-là, moi, que je pense qui est important en humour. Puis je pense que, tu sais, puis tu sais, je suis pas de ceux qui disent on peut plus rien dire, mais je pense que il y a les gens, il y a une peur des fois de certaines personnes de dire des choses parce que à cette heure, on est tenu responsable de ce qu'on dit. Mais tu sais, dis pas de niaiserie, esti, puis il y a personne qui va te faire chier, là, tu sais. Ouais. Réfléchis à ce que tu dis, analyse les choses avant de les dire, essaye de les comprendre pour vrai au lieu d'y aller de ton feeling, de ton préjugé, puis de parler à travers ton chapeau d'un sujet que tu connais pas, parce que oui, on va t'en tenir rigueur, puis c'est pas parce qu'on peut plus rien dire, ça n'a pas rapport, c'est parce qu'on peut plus dire de niaiserie sans se le faire caler, tu sais. Puis ça, c'est pas une mauvaise chose, à mon sens, à moi, là. C'est pas une mauvaise chose de faire, hey, là, tu dis n'importe quoi, tu sais. Puis de réussir à l'amener de façon rigolote, mais moi, pour moi, c'est pour ça que South Park, pour moi, c'est les créateurs les plus importants dans ce que je fais dans la vie, puis je pense dans l'univers artistique global, parce que ils ont fait de tout, là, eux autres. Là, ils ont fait du dessin animé, ils ont fait des shows de scène, ils ont fait des films, ils ont fait des séries télé, ils ont fait des cartoons. Fait que c'est des artistes qui sont quand même des artistes assez complets, assez all-around, puis qui ont toujours voulu dire des choses. Puis souvent, c'est ça, c'est dénoncer les extrêmes. C'est juste de ramener « Hey, ça n'a pas de bon sens, ça. » Ils sont pas en train de dire « J'ai la solution ». Ils sont en train de dire je sais pas si j'ai la solution, mais ça, c'est pas la solution. Ouais. Puis si on s'arrête 2 secondes pour sortir de la bulle puis regarder objectivement ça, c'est absurde en crise puis c'est drôle. Ouais. Puis je vais te le démontrer en faisant quelque chose de tout aussi absurde. C'est un reflet, c'est un miroir. C'est toujours un miroir, tu sais. Puis c'est ça leur force aussi de s'être adapté avec le temps en réussissant à montrer le miroir de ce qui se passe actuellement. C'est dur des fois de réfléchir sur son époque actuelle. C'est plus facile de réfléchir après avec du recul puis après avoir réfléchi à des choses. Mais ces gars-là ont ce chic-là, tu sais. Puis je pense juste à un collaborateur de Décideret, tu sais, je pense que dans un autre registre, Murphy Cooper a ça aussi, capable de réfléchir rapidement sur son époque, puis de sortir avec des théories qui tiennent qui tiennent l'épreuve du temps. Là, puis les South Park, quand tu regardes ça, ils sont souvent, en tout cas, je trouve, de mon point de vue, du bon côté de l'histoire. Quand tu regardes les choses qu'ils ont faites avant, il faut toujours les remettre dans leur contexte, à quelle époque tout ça est sorti, mais ils sont toujours du bon côté, je trouve, de la médaille. Quand tu remets ça dans leur contexte, OK, moi, je trouve qu'ils étaient du bon côté. Ça veut dire qu'ils se sont assis et qu'ils ont quand même bien analysé la situation. Puis c'est pour ça que moi, c'est des gars qui m'ont énormément inspiré puis qui ont fait que je m'intéresse à l'actualité aussi, que je tripe sur des gars comme John Oliver. Ben, ça vient sûrement de ma passion de South Park, qui m'ont forcé à m'intéresser à la politique américaine, à la société américaine. Fait que j'aime beaucoup les trucs humoristiques qui sont dans cette vague-là, qui parlent de l'Amérique. Là-dessus, on va faire une petite pause. Au retour... tu te remets à danser. Je me danse pour le jingle. Au retour, tu vas nous expliquer pourquoi tu préférais peut-être te noyer plutôt que de revoir The Lady in the Water. Et on va faire des shotguns de bière. Oh, pour parler de Fubar. Non, on fera pas de nom. Je suis capable de faire ça. Ça m'écoeure. Je suis prêt. Je suis encore capable. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire,
les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, John Vanance, Jonathan Gauthier, Maxime Périgny, Noémie Bellefleur, Tout Simplement Joe, Zachary Sirbelec, ainsi qu'Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/on jase de films. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en genre de film avec mon invité Mathieu Niquette, avec en première partie, on a parlé de The Fall, No Country for Old Men et Team America, World Police, America, fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Et on va maintenant passer à ton film détesté qui est The Lady in the Water, de 2006 de M. Night Shyamalan. Quand même un bon casting, Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Jeffrey Wright, Bob Balaban. Et du moins bon casting comme M. Night Shyamalan lui-même. M. Night Shyamalan lui-même qui doit se mettre dans tous ces maudits films. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça, The Lady? Puis, je veux que tu me parles de comment t'es allé voir ce film-là au cinéma. Moi, j'ai 2 très mauvaises expériences cinématographiques. Puis tantôt, j'y ai lancé des fleurs, mais là, le pot s'en vient. C'est 2 fois, c'est à cause de Dom Massy. Ouais. Puis je dis vraiment à cause parce que ça a été vraiment des pas bonnes expériences au cinéma. Puis j'ai hésité, c'est ça, j'ai hésité entre Lady in the Water et Splice. Ouais. Splice, c'est... Puis tu sais, là, ça, c'est grave. Là. Dom nous avait traîné de force au cinéma à Valleyfield, moi puis Max Gervais, puis il a pas fini le film. Dom, il est parti dans le milieu du film. Oh, c'est trop plate. Moi, je suis trop cheap, puis Max aussi, I guess, qu'on est fait. Non, on a payé, on va les couvrir. Au moins, on va savoir comment ça finit. Mais tu sais, je pense au moment où il tombe en amour avec sa créature dans ce place, là, Dom, il a levé les feutres, là, okay, là, ça, c'était épais, en esti, là. Puis là, il s'en va. Nous autres, on est quoi? Non. Puis là, pendant le cinéma, tu sais, j'imagine qu'on était que 3 dans la salle, anyway, mais tu sais, non, tu t'en vas pas d'ici, là. Ouais, tu nous as traînés ici. Non, je suis plus capable, les gars, je suis plus capable. Non, tu restes ici. Puis là, tu sais, il y a un genre de 10 minutes de tu restes ici. Puis là, mané, oh non, puis là, il se lève, tu sais, comme on n'a pas le temps de le retenir. Là. Oh non, c'est trop plat, je m'en vais. Puis là, il quitte, puis là, mon père, on est là. Le petit chien, il a pas le droit. Puis là, hey, ça, c'était horrible. J'ai hésité entre ça, puis Lady in the Water. Puis Lady in the Water, je lui donne un petit edge parce que le film était pas au focus. En plus d'être horrible, mais tellement pas au focus. Ça, avant qu'on ait dans l'histoire que c'était pas au focus, puis que tu l'as vu avec Dom. Ça essaye de raconter quoi? OK. J'essaie de le réécouter. J'ai pas été capable de le terminer. Il a fallu que j'aille écouter un résumé sur YouTube parce que là, j'étais plus capable pour vrai. Là, c'est un film. Écoutez, je pourrais pas tout vous décrire la mythologie parce que c'est ça aussi qui est très plate dans le film. C'est qu'il a essayé de s'inventer une espèce de mythologie, mais au final, c'est juste comme... tu sais, c'est comme si on essayait de te résumer tout l'univers de Zelda, mettons, là, qui est déjà pas cohérent en soi, qui n'a pas de lien entre lui-même. L'autoréférence de Zelda n'existe pas vraiment. C'est plus des théories de fans. On dirait que c'est ça. Là. On dirait que c'est juste un paquet de termes mystiques un peu là, qui ont été mis ensemble pour qu'on découvre les Narf, qui est la Lady in the Water. Sa race, c'est une Narf. Elle se bat contre le méchant espèce de loup en fait en gazon qui s'appelle un... je me souviens même plus du nom du loup. Fait que tu sais, il s'invente sa propre mythologie pour raconter une histoire où est-ce que il y a ces créatures qui vivent dans l'eau qui sont menacées par d'autres créatures qui vivent sur la terre. Et là, il y a des gardiens. Il y a un gardien, il y a un healer, il y a des genres de prophètes. Il y a la mère, la mother. Il y a toutes ces espèces de personnages-là qui s'avèrent tous à vivre ensemble dans le bloc qui est... tenu par, justement, Paul Giamatti, qui est l'espèce de propriétaire de ce bloc-là. Et dans sa piscine de son grand complexe immobilier, là, c'est comme des grands appartements, puis en arrière, il y a une immense piscine, d'ailleurs, qui est complètement improbable. Et là, dans cette piscine de Philadelphie, il y a la dame de l'eau qui apparaît et qui essaye, qui est dans sa mission de sauver le monde, au final, parce qu'il ne faut pas que les Narf se fassent tuer par les autres créatures. Puis lui, il se retrouve un peu pris à essayer de résoudre cette énigme-là de qui est la Lady in the Water, de la comprendre et de la sauver à l'aide des autres membres, que là, on se rend compte que tous les gens qui vivent dans ce bloc-là, ben, le healer, c'est quelqu'un, les gardiens, c'est quelqu'un d'autre. Fait que cette espèce de truc-là qui n'est pas une si mauvaise prémisse que ça, d'essayer de mélanger un univers très fantaisiste, de le mettre dans un setup qui est très... Tu sais, ça a l'air de quelque chose que Stephen King a fait, mais bien. pendant une carrière. Ou tu sais que
On parlait de Del Toro, tu sais, Ouais. plus haut. Tu sais, mettons, le labyrinthe de Pan, c'est ça aussi, là, tu sais, Ouais, ouais. ou même, tu sais, de Fall, dont on a parlé. Mhm. J'avais jamais fait la parenté entre de Fall et Lady in the Water, mais il y a un peu de ça. Tu sais, c'est une histoire qui est faite pour des enfants, dans la Ouais. mesure où c'est une histoire pour enfants qui est mise dans un setup très, très dur et très réaliste. Mais c'est ça qu'il n'y a pas dans Lady in the Water, qu'il y a dans le labyrinthe de Pan et qu'il y a dans The Fall. Ouais. C'est que l'enjeu de la réalité n'est pas assez clairement défini. L'enjeu réel pour le vrai monde est pas assez prenant. Puis le vrai monde n'est pas assez trash, tu sais. Ouais. Il nécessite pas qu'on se sauve dans le monde de l'imaginaire enfantin Mhm. pour traiter de ces thématiques-là, tu sais. Parce que me les disais- thématiques sont ultra égoïstes à M. Night Shyamalan, Ouais. tu sais. Il y a le personnage du méchant critique de cinéma. Tu sais, c'est on the nose au bout. Ouais. M. Night Shyamalan se donne lui-même le rôle de l'auteur de génie incompris qui va sauver le monde, qui va écrire une œuvre tellement importante qu'on prédit que dans son futur, il va se faire assassiner pour une œuvre qu'il a écrite. Mais le réalisateur du film se donne ce rôle-là. Mais, tu sais, c'est ça, le labyrinthe de Pan et The Fall sont setés dans un univers qui est super difficile, Ouais. tu sais. Ouais, qui parce est que super le labyrinthe tough. de Pan, c'est pendant C'est la la Deuxième Guerre guerre mondiale. mondiale ou... Oui, c'est Ouais, les ouais, nazis, ouais. tu sais. La fille se sauve dans son imaginaire des nazis, tu sais, Ouais. c'est trash, là. Puis dans, Ouais. dans The Fall, ben, tu sais, c'est le gars veut se suicider dans la trame, c'est qu'il demande à un enfant de 5 ans de l'aider à se tuer, tu sais. Ça, c'est trash. Puis ça nécessite peut-être, ou tu sais, que ça justifie qu'on se sauve dans un traitement plus enfantin. Dans ce film-là, il n'y a rien qui justifie Ce que tu me racontais, c'est que M. Night Shyamalan racontait ces histoires-là à ses enfants. Oui. J'ai lu ça aujourd'hui, en fait. Pour Il racontait ça à cette ses enfants avant de pitch-là. se coucher, puis les enfants tripaient là-dessus. Puis tu sais, il y a un critique qui disait ben peut-être que tu sais, ton focus group, ça pourrait être d'autres personnes que tes enfants quand tu construis un film, tu sais. Puis, tu sais, M. Night Shyamalan s'est pas caché que cette période-là de sa carrière n'a pas été la meilleure, là, tu sais. Ouais, il l'a avoué il n'y a pas longtemps. Même. Ouais, c'est ça, avant la sortie de son dernier film, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il assume que ça n'a pas été un grand succès, mais tu sais, c'est ça, il y a un niveau de prétention puis tu sais, que je ne sais pas si c'est voulu ou pas voulu, ou conscient ou inconscient, mais tu sais, c'est maladroit, là, en tant qu'acteur de cinéma, en tant que réalisateur de film, de mettre un personnage grossier de critique, puis c'est pas assez drôle pour que ça marche, tu sais. S'il était comme très, très drôle et ridicule, on est dans la bouffonnerie, tu sais, on accepterait ça, tu sais, justement, on a parlé de South Park, de Trey Parker, Matt Stone, tu sais. Ouais, qui se moque de Michael Moore, justement. Exact, qui a deux gros hot dogs dans ses mains, puis qui est plein de couverts de moutarde. De hot dog, exact, là, tu sais. Fait que là, on est dans le grossier, on est dans le cartoon, tu sais, on le comprendrait. Là, il n'y a rien qui est assez drôle, il n'y a rien qui est assez sombre, il n'y a rien qui est assez fantastique, parce qu'on y va pas non plus à fond tant que ça dans cet univers-là fantastique. C'est beaucoup de personnages qui racontent des choses. C'est ça. C'est beaucoup de personnages qui racontent des affaires qu'on voit pas, qui racontent des légendes qu'on voit pas. C'est beaucoup de personnages qui lisent des choses. Tu sais, ça finit avec un petit gars qui lit dans des boîtes de céréales. Ça l'a fait aucun hostie de bon sens. Le petit gars, il réussit à interpréter Tout le monde interprète des symboles que nous, en tant que spectateurs, puis ça, c'est un autre défaut, tu sais, de M. Night Shyamalan dans ces périodes-là. Tu sais, ça terrorise les enfants. Vraiment. Littéralement. Tu sais, dans cette période-là, c'est que en tant que spectateur, tu peux jamais avoir les clés pour comprendre ce qui se passe avant que lui te l'explique. Tu sais, dans cette période-là de film, c'était ça qui était plate dans The Village, tu sais, où est-ce que là, finalement, ça se passe dans le passé, tu sais. Ça se passe dans le présent, c'est ça, mais depuis le début du film, on t'a fait à croire que ça se passait mais dans c'est le quand même passé. mieux amené, je trouve, dans The Village. Quand même un peu mieux. Parce qu'il y avait quand même quelques indices, quelques détails tout le long du film qui laissaient présager ça, puis finalement, on est peut-être chez des Amish. Là, on pouvait peut-être le comprendre un peu mieux, mais Lady in the Water, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de. Fait que là, c'est comme ça parce que c'est comme ça. On te l'explique juste de cette façon-là. Puis, tu sais, les règles sont pas claires. On triche au bout. Là, dans le film, il y a une place littéralement où est-ce que la Lady in the Water n'a pas le droit de donner les réponses aux gens. T'sais. Puis là, la fille a dit ben moi, quand j'étais petite, on avait un code. Fait qu'on mettait, je touchais mon nez, ça voulait dire oui. Je touchais mon oreille, ça voulait dire non. Fait que c'est de même, je le sais que c'était un peu triché, mais ça faisait en sorte que on n'avait pas vraiment dit la vérité ou un mensonge. On n'avait pas vraiment
vraiment dévoiler l'information. Ouais. C'est l'autre personne qui avait interprété nos mouvements. Et c'est ça qu'ils font avec la Lady in the Water. T'sais. Fait que là, OK, fait que la règle où elle peut pas rien te divulguer, qui est une espèce de règle mystique, ben, elle est pas claire. Là, Ouais, non, puis, c'est ça. OK, fait que tu peux tricher. Fait que tu peux mimer oui et non, mais tu peux pas le dire oui et non. Fait que tu sais, il y a plein d'espèces d'affaires de même que genre, on n'a pas envie d'embarquer dans ton histoire. Fait que tu t'en vas voir ça avec Dom Massy, le film est hors focus. Hors focus, c'est dégueulasse, tu sais, mais vraiment hors focus, là. Hors focus. Voyons, si je viens d'apprendre que j'ai besoin de lunettes là, aujourd'hui là, et maintenant. Là. On voit pas les choses. Là. S'il y a un truc qui filme, mettons, une lettre avec un texte écrit à la main, on peut pas lire le texte écrit à la main. Fait que les boîtes de céréales, toi, t'as pas pu les voir. Ensemble, on reconnaît les Fruit Loops parce qu'il y en a à la maison, mais tu sais, c'était pas au focus, c'était long et plate. Tu sais, il y a des plans, c'est ça, c'est complaisant au niveau de la réalisation. Beaucoup de plans fixes. Puis encore une fois, j'aime ça, les frères Coen. J'aime ça, un long travelling avant de 1 minute 30 avec quelqu'un assis à une table dans la pénombre. Quand c'est pertinent, quand ce qu'on entend, ça vient nous chercher, puis tout ça. Là, il y a plein de plans qui sont ultra complaisants, mais on comprend pas pourquoi. Beaucoup de plans de Paul... Ça commence avec un plan de Paul Giamatti qui a la tête en dessous d'un lavabo puis qui est en train d'essayer de tuer une bébite. Puis on sait pas c'est quoi. Puis la famille en arrière est là. Ça se veut une scène slapstick humoristique, mais ça marche autant que la comédie de Roger Normandin. Là, la 4e dimension. Pour vrai, il y avait des moments où je me disais l'écart entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait est aussi grand que Roger Normandin, genre. T'as pris sur YouTube Roger Normandin, la 4e dimension. Ça va être du temps bien investi. Oui. Ça, c'est... Ça aurait pas être un plaisir coupable. Oui, j'ai failli aller là-dedans, en fait. Mais tu sais, c'est ça, ça manque autant la cible pour moi que ça. Tu sais, au niveau de l'humour, là, au niveau du timing comique, la scène où Paul Giamatti doit interpréter un bébé pour que le personnage de la mère, il raconte une histoire, parce qu'il y a une solution qui se trouve dans l'histoire, mais là, lui, il est obligé de... Fait que là, il mange des biscuits, il boit du lait, il se fait une moustache de lait, puis il se couche comme un bébé qui allait faire sa sieste. Puis la madame, pendant qu'il fait sa sieste, il raconte l'histoire, qui donne la réponse, tu sais, mais cette scène-là, et c'est dégradant. Tu sais, pour vrai, j'ai vu du Roger Normandin, puis j'ai vu Papa est devenu un lutin là-dedans. Puis c'est pas des jokes, tu sais, dans la complaisance de garder un plan ou un concept qui marche pas depuis le début, puis d'essayer de l'étirer, puis de se vautrer là-dedans, puis de se complaire là-dedans, c'était niveau Papa est devenu un lutin, tu sais, puis j'étais là genre, hey, je peux pas croire que je compare un film de M. Night Shyamalan à Papa est devenu un lutin, mais je le pense sincèrement, tu sais, je pense, mais tu sais, j'exagère un peu, mais pas tant que ça non plus. Puis, ça me donne juste l'impression que M. Night Shyamalan aime pas Paul Giamatti. Ouais, pourquoi tu fais ça à Paul? Il est bon, Paul. C'est un bon comédien. Allez voir Sideways, il était cœur. Sideways. Allez voir Sideways, il était cœur dans Sideways. Là. C'est un bon acteur, c'est un grand acteur de notre génération. Là, mais là, tu fais, pourquoi tu y fais ça? Puis tous les acteurs, là, tu fais comme, pauvre vous autres. Pauvre toi, la fille de la dame de l'eau, qui fait juste parler des répliques. Puis même, c'est sûrement. C'est sûrement moi qui veux voir ça, mais il y a des moments où j'ai l'impression, que cet acteur-là n'a pas beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait. Puis je suis pas sûr qu'il comprend tout ce qui se passe dans le film. Des fois, ça se sent. Là, puis je n'utilise pas ma carte de j'ai étudié au conservatoire, je sais c'est quoi un acteur, mais des fois, on dirait que ça se ressent, là, ces affaires-là. Là, je suis pas très spirituel et mystique dans la vie, mais je force d'admettre que quand tu te retrouves dans une salle, dans un show de théâtre, d'humour ou quoi que ce soit, des fois, il y a de quoi qui se passe, puis il y a de quoi de... Mais tu le sens aussi à l'inverse quand c'est off. Puis il y a plein de moments où est-ce que tu sens que c'est... Hey, je te raconte une histoire que je comprends à moitié puis qui m'intéresse pas tant que ça non plus. Puis on dirait que ça se dégage aussi, même au niveau du jeu des acteurs. Je pensais que dans mon souvenir, je jugeais ce film-là durement. Puis en essayant de le réécouter, ce que j'ai pas réussi à faire, non, c'est même pire que je pensais. Je pensais être capable de le finir. Tu t'en vas sur une piste que je voulais t'amener, en fait. Quand tu travailles sur un projet, que ce soit un show de théâtre, que ce soit... Peu importe le domaine dans lequel tu travailles, un show d'humour, tu travailles là-dessus, puis à un moment donné, tu réalises, merde, c'est pas bon. Ça t'es déjà arrivé? J'ai déjà lâché un show assez tôt dans le processus, là, assez pour qu'il ait le temps de me remplacer, mettons. J'aurais pas lâché 2 semaines avant la première d'un show. C'était un show de théâtre, puis moi, c'est une drôle d'histoire. Là. Moi, je reçois le texte. Puis je viens de jouer dans un show pour... moi, c'est ça. Moi, dans mon histoire dans la vie, c'est que je me suis fait mettre dehors de 2 écoles de théâtre pour des raisons bien différentes. Fait que, tu sais, en sortant de la deuxième fois,
après avoir fait un peu de merde à Saint-Hyacinthe en essayant de brasser justement l'ordre établi puis en essayant de remettre en question des choses qui sont acceptées de tous puis que je considère qu'ils n'ont pas d'affaires à l'être. Ouais. Je me suis fait mettre dehors de cette école-là. Puis, fait que là, tu sais, un peu nerveux, j'ai pas de diplôme d'acteur, j'ai pas fini d'école, faut que je joue dans des affaires. Fait que trouve des contrats. À ce moment-là, je suis à une époque où je disais à peu près oui à tout. Faut que je joue. J'ai l'impression qu'il faut que je joue parce que sinon, je vais mourir. Puis là, ben, j'accepte un peu n'importe quoi. Puis là, je me retrouve dans un projet qui est pas pire. C'est un monsieur qui écrit des textes de théâtre, puis j'aime son ironie, j'aime son deuxième niveau, j'aime le côté absurde de ses pièces. La pièce, moi, dans laquelle j'avais joué, c'était une pièce où est-ce que c'était histoire de banc, puis c'est des gens qui sont nés, qui ont toujours vécu assis sur un banc de parc. Il y a 3 personnages, puis tu acceptes dans l'univers que c'est ça. Leur vie, c'est le banc de parc, puis à un moment donné, il y a une chaise qui apparaît, puis ça déclenche tout un ça fout la merde dans leur ordre établi parce que est-ce qu'on va sur la chaise? Qui va aller sur la chaise? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive si on quitte la chaise? Fait que là, tu sais, les différents personnages représentent, il y en a un qui c'est littéralement un curé, que lui, tu peux pas... la chaise, c'est juste la tentation, tu peux pas aller là. Fait que tu sais, il y avait un bel univers absurde. Puis ça va bien dans ce show-là. Puis il m'envoie un autre texte que je trouve le concept encore super le fun. C'est du monde très 12 travaux d'Astérix. C'est du monde qui sont perdus dans des bureaux administratifs, qui sont juste égarés puis ils cherchent la sortie. Puis là, ils rencontrent plein de personnages, entre autres quelqu'un qui est là depuis tellement longtemps, qui est habillé avec des folders puis des CD puis du matériel. Puis il bouffe, il va voler des muffins dans les salles de réunion puis tout ça parce qu'il est venu à la conclusion qu'il sortirait jamais de là. T'sais. Fait qu'il y a encore un bel univers puis tout. Puis moi, j'embarque là-dedans, je trouve ça drôle. Écoute, je lis le texte, puis il y a des moments où je ris à voix haute, puis ça m'arrive pas souvent en lisant. Ouais. Là, je suis content. On commence le show. Puis là, ça va dans une drôle de direction. Puis à un moment donné, le projet, on a une répète où ça va moins bien. Ça, c'est correct, ça arrive. Puis là, on est assis, puis là, on se jase. Puis là, on se jase, puis tout. Puis à un moment donné, belle discussion. Go, on repart le show. Puis la scène d'après qu'on monte, pour moi, c'était la scène la plus comique du show. Puis, mais je comprends que le gars qui l'a écrit puis qui le montre, pour lui, c'est un point dramatique. On est dans la colère, on est dans la rage, on est dans la tristesse. Et puis là, je comprends que ma lecture du show est complètement erronée. Mais tu sais, genre... on fait pas pantoute ce que je pensais, là, tu sais. Mais pas pantoute, là, j'arrête, la répète, tu sais. Je fais, hey, je pense qu'il va falloir qu'on ait une autre discussion. Écoute, complètement, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai pas lu ça de même pantoute, puis je veux pas te manquer de respect, mais pour moi, c'est ultra hilarant, cette scène-là. Il y a un personnage qui casse tout. Moi, dans ma tête, c'était ça. Il y avait quelqu'un qui passait avec un plateau avec des assiettes, puis l'autre prenait les assiettes, puis les assiettes sortent de nulle part, on casse des... On avait une grosse scène de 10 minutes où quelqu'un casse des choses, puis moi, ça me faisait rire parce qu'on casse des choses, puis c'est comme une scène too much over the top, mais là, toi, tu m'expliques qu'on est dans la grosse vérité. Puis j'ai lâché le projet parce que dans mon sens, ça allait pas où je voulais que ça aille. Puis une autre fois où je travaillais avec un acteur reconnu que je ne nommerai pas, mais j'ai abandonné le projet, ça aussi là, très tôt là, dans le processus parce que je trouvais que le propos était misogyne, le propos était rétrograde, puis tout ça. Lui pensait qu'il était next level, mais je faisais non, ton texte... Il y a une différence entre être edgy puis conservateur, mais c'est souvent très proche. Exact. Puis là, c'est pas ça. C'était des jokes contre les femmes, c'était des jokes contre les homosexuels, c'était des jokes contre les autres nationalités. Il n'y avait pas ce génie-là. En tout cas, moi, je le voyais pas. Puis, j'ai lâché ce projet-là en disant, moi, j'étais le metteur en scène de ce projet-là. En fait, j'étais engagé par l'artiste. Puis, j'ai fait, moi, je peux pas mettre mon nom sur cette affiche-là. Puis, après ça, j'ai un des reproches de t'es pas professionnel. Au contraire, je pense que c'est ça, être professionnel. C'est pas d'apposer mon nom sur des projets que je défendrais pas. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça, être professionnel. Peut-être que je me trompe. Lui, dans sa vision de la patente, c'était je t'engage, tu fais la job que je veux que tu fasses avec le texte que je te donne, mais moi je pense pas que c'est ça être un ça ferait, je pense que ça ferait de moi pas un artiste, ça ferait de moi un artisan, quelqu'un qui fait des contrats. Je dis que je suis un mercenaire, mais je suis quand même pas je suis un mercenaire avec des valeurs, je suis un mercenaire qui veut pas je veux pas que mon nom apparaisse sur des choses que je défendrais pas. Puis quand je comprends que ça s'en va là, je pas de gêne je vois pas ça comme un échec de lâcher quelque chose qui me représente pas. Mais comme je dis, ce serait pas, ça va bien, on fait la première, ça marche pas, j'abandonne la deuxième. Là. Non, si on a le bateau, on va le rendre où il faut le rendre, même si on se rend magané avec 6 pieds d'eau dans le fond de la chaloupe, on va se rendre pareil, ça va être pénible, mais on va avoir appris des affaires. Parlant de les choses soient pénibles et dures à arriver, on va aller dans Foubard. Oh yes! Dans le monde des headbangers, dans le monde des shotguns de bière. As-tu vu ce film-là?
Je l'ai jamais vu. T'as jamais mais je sais ce que c'est par la bande parce que j'avais des amis en Ottawa dans le temps qui tripaient là-dessus. Les mêmes qui ont trippé sur Trailer Park Boys puis ce genre d'affaires-là. Je me demandais qui avait inspiré qui, puis finalement, c'est quasiment contemporain. Là, je pense que le film est sorti 1 an et demi après que Trailer Park Boys ait comme fait son premier épisode. Fait que, si c'est un film, il a été commencé à tourner avant. Fait que, je pense pas que le gars a fait comme il a vu Trailer Park Boys puis il a fait « Hey! » Il a pogné sa caméra puis il a fait ce film-là. D'après moi, c'est juste un univers qui était dans l'air peut-être, là, dans ce que certains artistes appellent l'idéosphère. Là, les idées se promènent dans l'air puis c'est un peu normal entre guillemets qu'il y ait des films qui se ressemblent à la même époque. Oui, c'est la même époque que les Bougons, c'est la même époque au Québec, c'est ça qui se passait. Exact, il y avait une fascination pour cette espèce de monde comme cette sous-culture-là, la culture underground, un peu trash, mais... Ouais, c'est ça, on n'est pas loin de Borat aussi, qui s'inscrit dans ce genre-là, donc ça, Fubar, réalisé en 2002 par Michael Dawes, et non pas... Farrell Mitchner, qui est le personnage qui joue le rôle du réalisateur dans c'est un faux documentaire, il faut le dire. Fait que le personnage de Farrell Mitchner qui joue... Moi, j'ai toujours assumé que c'était lui pour vrai, que c'était le réalisateur du film. Parce que, étrangement, il n'est pas comme charismatique. Des fois, ça se voit qui est un acteur, qui ne l'est pas. Là, pour revenir à qui ne l'est pas, M. Night Shyamalan, par exemple. C'est ça, quand il est à côté de Paul Giamatti, mettons, lequel de ces deux hommes est un acteur et lequel ne l'est pas. C'est facile, avec une photo, de savoir ça. Puis, il y a ça un peu, Farrell Mitchner, le personnage, le gars qui le joue, a l'air vraiment d'un réalisateur de film. Fait que moi, dans ma tête, c'était le vrai réalisateur. Puis, j'ai appris cette semaine que non, c'est Michael Dawes, le réalisateur du film. Fait que ça change un peu ma perspective, mais pas tant que ça non plus. L'histoire de Fubar, c'est justement un réalisateur qui s'appelle Farrell Mitchner, qui était peint un peu comme un gars un peu stock-up, réalisateur de films un peu prétentieux, que tu comprends qu'il arrive avec une vision un peu hautaine, un peu condescendante sur ces gens-là. C'est comme le gars qui vient d'un milieu aisé, qui s'en va voir un peu ce qu'il considère, lui, comme étant de la racaille un peu. Puis quand il y a une scène de brosse à un moment donné dans le film où est-ce que Farrell est arraché complètement, puis il tombe là-dedans, sa vraie pensée un peu ressort, puis il fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous autres? C'est quoi vos vies? Vous faites rien, puis là, j'ai pas besoin de vous autres dans la vie. Là. Si je me retourne, je peux trouver deux gars exactement comme vous autres puis faire la même affaire, alors que c'est pas vrai du tout. Alors qu'à ce moment-là, dans le film, non, t'as quelque chose qui est bon, là. Ça commence comme ça avec ces deux gars-là, des headbangers, Dean et Terry, deux dudes avec les cheveux longs, crasseux. Pour vrai, nous autres, c'était un peu une vision romantique de ce qu'on aimait quand on était au cégep, là. Pour vrai, là, faire le party quand tu veux, avoir une hygiène douteuse un peu, juste comme te crisser de tout. Là, on était bien gros là-dedans. Là, on très Jackass aussi, un petit côté Jackass, se faire mal volontairement. Beavis and Butthead aussi. Beavis and Butthead. C'était beaucoup dans l'air du temps. Puis nous autres, on aimait beaucoup ces personnages-là qui devenaient... C'est quasiment une vision romantique là, à la... voyons, c'est l'auteur... des contes de la folie ordinaire, le style d'auteur trash là, qui est tout le temps sous puis qui est... pourquoi j'oublie son nom? Bref. Québécois, ça? Non, américain à l'os là. Asti, j'oublie son nom. Bukowski. Bukowski, merci. Bukowski qui est tout en train de se caler, tu sais. Son chapitre commence par j'ai calé 3 litres de vin puis je suis parti faire ça. Puis là, tabarnak, OK, ça va être ça. Là. Fait que là, tu suis un gars qui est désagréable, qui est violent, qui n'est pas une bonne personne. Là, fondamentalement, parce que je pense que c'est par ignorance dans son personnage. Là, mais le fait d'être alcoolique aussi, ça fait que tu te calisses d'un peu tout le monde puis tout. Fait que ça te rend désagréable. Même si tu poses pas des gestes volontairement méchants, tu finis par être une moins bonne personne à cause que tu as des problèmes de consommation. Fait qu'on est un peu là-dedans. Mais nous autres, on est à l'âge où on est au cégep. C'est cool. Ouais, on n'est pas des alcooliques, on est des étudiants de cégep. À Valleyfield. À Valleyfield. Fait que tout va bien. Puis c'est ça, il faut dire aussi qu'à Valleyfield, il n'y a rien à faire. Fait qu'on se reconnaît beaucoup dans ces personnages-là que eux autres, ils ont du fun à juste faire des sauts. Il y a beaucoup ça dans le film Fubar. Les deux personnages sont filmés, puis des entre-scènes où est-ce que c'est juste eux autres qui ils marchent random dans la rue, puis là, ils sautent. Ils font juste sauter, puis là, l'autre le voit, puis il saute sur... Mais il n'y a pas de motivation à sauter, c'est juste ils font un saut. Fait que là, nous autres, on a commencé à faire ça. Ce film-là nous a bien influencé à faire des shotguns de bière à Dom Massy qui commence à
faire des sauts, puis là, qu'on sait, c'est un petit beau saut, ça. Puis là, tu sais, hey, 180, tu sais, toutes des affaires qui sont pas vraiment athlétiques. Être faussement athlétique, juste, tu sais, parce qu'il y a rien à faire dans notre ville, puis il y a pas grand-chose à faire. Fait que des fois, juste aller dans un champ faire des sauts, c'est une activité. C'est ça qui a fait inventer Adam puis Max le jeu de kick la pomme, d'acheter un sac de pommes, puis d'aller avec des bâtons de hockey déguisés en famille d'Arèche, smasher des pommes, tu sais, pour, je sais pas, pour vider les émotions des fois. C'était quand on avait une peine d'amour, des fois, on allait smasher des pommes. Max a une toune qui s'appelle Kick la pomme, d'ailleurs, qui raconte cette réalité-là. Je vais l'écouter. Fait que, tu sais, il y a tout ça dans ce film-là, puis les personnages deviennent quelque part attachants à travers tout ça. Puis, tu sais, c'est habilement construit aussi. Il y a quand même de quoi de vraiment bon dans le côté faux documentaire. Les personnages sont très réalistes. Tu sais, les personnages sont crédibles. Tu peux penser que c'est un vrai documentaire pendant certains moments. Il y a des moments où est-ce que aussi les gens savent pas qu'ils sont dans un documentaire. Là, tu sais, c'est le côté Borat un peu. Là. Ils vont rencontrer des vraies personnes. Tu sais, à un moment donné, il y a deux doutes qui se battent en arrière d'un bar parce qu'il y en a un qui fait moi ce soir je veux me battre puis l'autre OK puis ils se mettent à tiens il y en a un qui perd une dent mais ça c'est pas des acteurs là, c'est des gens qui ont rencontré qui sont comme eux, tu sais, puis ils rencontrent des personnages qui sont plus des personnages que ces deux personnages-là, tu sais, c'est fascinant, là, ce côté-là qui mixe la réalité, la fiction est vraiment le fun, puis c'est quand même fait tout sous le... Tu sais, c'est un documentaire, ils sont partis avec une caméra, puis ils ont découvert ça, puis c'est arrivé. Tu sais, les choses que tu vois à l'écran, des fois, ben, sont arrivées comme ça, ça n'a pas été planifié, puis ça fait un côté très beau du film, puis il y a quand même une trame narrative, où le personnage de Dean a une ex avec qui il a une petite fille, un bébé qui a l'air d'avoir comme 1 an et demi, 2 ans peut-être. Puis pendant le film, Terry, qui est un peu son ami, un peu loser, tu sais, dans une gang de losers, t'as toujours un qui est comme quand même plus dominant, puis l'autre dominé. Là, tu comprends que Dean, c'est le gars le plus dominant un peu, puis Terry, c'est le gars qui se laisse faire, qui se laisse manger à laine sur le dos. Dean vit chez lui. Puis à un moment donné, Farrell a cette discussion-là avec lui, tout seul, la seule avec Terry. Tu trouves pas qu'il t'exploite? Non, arrête, lâche-moi. Il m'exploite pas, ce gars-là. Puis là, ben oui, il t'exploite, tu fais ci, ça, lui, il fait rien. Dis là, lâche-le, il a le cancer, tu sais. Quoi, il a le cancer, tu sais. Là, on apprend que Dean a le cancer, puis il veut pas le traiter parce qu'il s'en fout, tu sais. Il se risque de tout, fait qu'il saute au-dessus de ses affaires, mais il y a il y a une testicule qui est immense, puis il a le cancer de la couille. Puis là, Farrell, lui, il décide d'aller dire ça il en parle à Dean ne veut rien entendre, fait qu'il va en parler à sa blonde. Là, sa blonde débarque chez Dean, puis elle le force un peu à aller, tu sais, il fait réaliser... Moi, je veux pas que tu t'en ailles. T'as une fille qui veut pas que tu t'en ailles non plus, tu sais. Puis il rencontre un docteur qui dit, ce type de cancer-là, t'as 4-5 ans à vivre. Fait que Dean un peu fait, OK, je vais y aller, tu sais. Puis là, la deuxième partie du film, c'est Dean qui se prépare à aller faire son opération pour son cancer. Puis après ça, de savoir si l'opération fonctionnait. L'opération a 40-50% de chance de fonctionner. Fait que, tu sais, puis là, ce qu'on vit, c'est les derniers jours de Dean. Lui, il en profite pour aller se saouler, partir sur une dérape pendant 3 jours. Ce qui est pas la chose à faire, je vous le dis, avant une opération. Vous êtes mieux d'arriver en forme, d'avoir un bon petit déjeuner. Puis tu t'assistes à cette espèce de débauche-là un peu des derniers jours de Dean. Puis après ça, on se permet d'aller dans le touchant quand même. Le film, au final, ce que tu retires de ce film-là, c'est que c'est une belle histoire sur l'amitié entre deux personnes. Puis il y a un amour profond entre ces deux personnages-là qui ont les ressources qu'ils ont dans la vie puis qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais qui, au final, ce qui les tient en vie puis ce qui les fait avancer, c'est qu'ils ont un amour profond les uns des autres. Puis de l'amitié, pour eux, c'est la chose la plus importante. Puis il y a aussi cette chose-là dépeinte aussi parce qu'ils ont un troisième ami qui était leur ami de party dans le temps, qui s'appelle Troy, dont le surnom est Tron. Puis Tron, c'était leur espèce de figure patriarcale qui faisait le party avec eux autres, mais là, lui, il s'est fait une blonde, puis il a une vie un peu plus rangée. Fait que pendant le film, tu les vois attendre Tron pour un party, puis Tron se pointe pas, fait qu'ils sont pistes contre lui. Puis à la fin, avec le cancer, Troy débarque pour ils ont fait une espèce de party la veille qui est supposé recevoir ses résultats. Est-ce que l'opération a fonctionné? Est-ce qu'il y a encore des traces de cancer? Est-ce que le cancer a spreadé? La veille de ça, ils font un gros party. Puis là, Troy arrive. Puis c'est comme avant. Puis il s'est rasé la tête pour faire une joke à l'autre qui a perdu ses cheveux à cause de son cancer. Puis il retrouve. Puis là, il fait le party. Puis tout. Fait que ils retrouvent leur ami de party. Tron, là. C'est pas Troy qui est revenu, c'est ça. C'est fucking. Puis il est fier de ça. Il est content de faire comme ce soir-là, c'est pas Troy qui est venu, c'est fucking Tron. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Tron. Fait que il y a de quoi, moi, qui vient vraiment me toucher. Il y a des beaux petits moments. Il y a une belle poésie naïve là-dedans, qui est volontaire, là, qui est écrite, là, qui est pas...
qui n'est pas un hasard, puis il y a une poésie volontaire de ces personnages-là, que des fois, justement, quand ils parlent de leur ami, ils ont pas les mots pour exprimer exactement ce qu'ils veulent dire, mais tu comprends très bien ce qu'ils veulent dire parce que l'émotion est là. Puis il y a de quoi de quand même fondamentalement beau à travers toute cette saloperie. Puis tu sais, je pense que les Trailer Park Boys aussi nous amènent dans ces zones-là, parce que ce serait pas des phénomènes cultes puis des trucs qui seraient appréciés de tout le monde. Si c'était juste trash, laid, épais, ça marcherait pas autant, puis ça viendrait pas rassembler autant de monde. Puis tu sais, même il y a un FUBAR 2, tu sais, qui est beaucoup plus assumé, qui est bon et qui est très bon aussi pour les fans du premier film, qui est beaucoup plus assumé, qui est plus un film qu'un faux documentaire. Mais le premier, c'est vraiment le fun. Puis je suis beaucoup dans les faux documentaires ces temps-ci, fait que ça m'a rappelé une belle époque de cégep, d'insouciance, puis de vie un peu tout croche, puis un peu focal, mais on sait qu'il y a un bon fond dans ce monde-là. Je reviens à ce que tu as dit au début quand on parlait de The Fall. Quand tu as dit que quand tu étais petit, tu aimais, ou encore aujourd'hui, tu aimes raconter la vie de tes amis. J'ai l'impression que tu m'en parles comme de deux amis, parce qu'au travers de ces deux gars-là, tu m'as parlé de Dom et de Max, puis de la vie à Valleyfield. Fait que c'est relié à tout ça. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, on avait des personnages de même, là, littéralement. Là, pas les personnages, si vous avez vu FUBAR, des fois tu peux te dire que ces personnages n'ont pas de bon sens, mais comme je dis, dans le film, on rencontre des personnages qui sont plus, je veux pas dire pire, qui sont plus deep qu'eux autres. Des personnages plus incroyables, puis que tu peux pas interpréter. Tu peux pas aller dans ces zones-là parce que c'est trop improbable. Si les gens savent que tu es un acteur, ils accepteront pas cette proposition-là. Mais ces personnes-là existent. Puis ils existent en esti à Valleyfield. Fait que quand tu retrouves des personnages de même qui jouent cette ligne-là à la perfection, moi, ça vient me chercher instantanément. Puis ça fait justement de faire comme... C'est absurde puis c'est trash, mais c'est pas faux. C'est pas improbable. Là, puis ça existe beaucoup plus qu'on pense. Oui, puis ce que vous faites à Décideret, quand tu parles, mettons, de ton père Guy, quand vous parlez de Marielle puis Denis. Marielle et Denis. Quand on parle voyons, pourquoi j'oublie le nom de la... je peux pas croire que j'oublie le nom des parents d'Homme. C'est triste, ça. Serge, c'est la mère à Dom que pourquoi j'oublie son nom, en tout cas. Je suis désolé. Mais en tout cas, quand on parle de vos parents, quand vous parlez de personnes qui étaient à votre secondaire, quand vous parlez de personnes... Moi, en tout cas, puis les auditeurs, ça va être la même chose, mais on se les imagine, puis ils prennent vie. Tu sais, des personnes, c'était quoi d'un moment donné? Max parlait d'un gars qui inventait tout le temps des histoires. C'était un mythomane, puis à un moment donné, Léo, puis à un moment donné, il arrivé avec une affaire qui était vraie. Ouais, Léo, c'est fou raide, là. Je prends une seconde pour la raconter. Vas-y, Léo, c'est un personnage de Valleyfield, un gars qui a visiblement un handicap mental, c'est bien connu. Il participe aux Olympiques spéciaux, c'est un personnage, c'est un mythomane. C'est Léo, tabarnak! James, le trappeur urbain de Max, est beaucoup inspiré de Léo. Il y a des phrases littérales de Léo dans James, le trappeur urbain. Mais James, c'est un mélange d'un dude que Max a rencontré dans ses figurations, puis Léo de Valleyfield. Puis Léo, c'est toujours ça. Puis lui, c'était toujours des histoires de sport. T'sais. Moi, j'ai gagné 4 Super Bowls. Ah ouais, avec qui Léo? Puis c'était ça qui est le fun avec Léo, c'était de pas, tu le contredis pas. Là. Non, t'as pas d'intérêt à le contredire. Là. Tu lui laisses raconter ses histoires, puis tu le nourris là-dedans. Puis là, ouais, avec qui Léo? Green Bay Packers, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys. Ça fait juste 3, ça, Léo. On a gagné 2 avec les Green Bay Packers. Puis c'était tout le temps des estis d'histoires de même. John Elway, quand il a gagné son Super Bowl, il s'était blessé, mais c'est moi qui le remplaçais. Son dernier touché qu'il a fait, c'est pas lui. Si tu regardes bien, c'est moi qui est dans le cast. Puis c'est tout le temps des affaires de même. Il est propriétaire du club de hockey canadien. Oui! Et aussi du club de hockey de Valleyfield, des élites de Valleyfield. C'est à moi, ça. Puis il y a tout le temps ça. Puis à un moment donné, Léo, il arrive au bar, puis on est une grosse gang ce soir-là, à BO de Valleyfield, la brasserie olympique. Puis Léo, il est là, puis il est au bout de la table, puis nous autres, on jase, puis là, il vient nous raconter ses affaires. Puis là, maintenant, il passe. D'habitude, c'est plus des affaires de sport, mais là, il dit moi, j'ai été roadie pour The Who. Pourquoi t'as été roadie pour The Who? Ah, j'ai suivi The Who partout, aux États-Unis, blablabla. Mais on a quoi tu parlais? Puis là, il y a un dos. Là, nous autres, on dit ah ouais, The Who, c'est cool, blablabla. Où t'es allé avec The Who? Puis là, il nomme des villes encore. Puis un gars, un moment donné, qui arrive chaud, qu'on connaît pas, qui arrive. Ouais, voyons, tu dis n'importe quoi. Puis là, genre, comment, man, arrête de le dire. Écoeure-le pas avec ça, là. Non, c'est vrai, tabarnak, je suis allé les voir. Puis là, il crie, là, il se pogne un peu. Puis là, on est là, arrête de le niaiser. Puis là, Léo pogne les. Il sort son portefeuille. Il le met sur la table, il rouvre son portefeuille, il sort un ticket, il le met sur la table.
table, ou il le donne au gars, tu sais, le gars, il regarde, il le dépose sur la table, puis il s'en va. Là, moi, je pogne le billet. C'est un show de août à Oakland, un vrai billet de spectacle, usé, là, tu sais, que semi-effacé, mais tu vois clairement que c'est un billet de show à quelque part dans un aréna à Oakland, tu sais, puis là, tu fais comme... Bon, probablement qu'il a inventé son histoire de Who à partir de son ticket, mais qui a sorti son ticket devant le gars à ce moment-là, parce que je pense pas qu'il y a de preuve qu'il est président du club de hockey canadien, mais il y a un billet de Who, ça nous avait jeté à terre. C'est malade. Mais tu sais, puis c'est ça la richesse de ces personnages-là, tu sais, quand tu communiques, tu sais, ça, on communique avec ces gens-là, pas pour se moquer d'eux autres, mais tu sais, il faut pas s'empêcher non plus d'y aller, là. C'est leur univers, tu sais. Léo, il a passé sa vie à construire un univers. Moi, ça m'intéresse, tes histoires, tu sais. Je le sais que c'est des histoires, mais ça m'intéresse, là, que tu me les racontes, là. Ouais. Ah, puis raconte-moi-les dans le détail. Puis c'est là que tu fais, hey, ces histoires se tiennent. Puis tu sais, ses parents aussi, avec les Picbois, les Denis de Relais, tu sais, les Denis de Relais ont plein d'anecdotes de Saint-Jérôme puis de leurs personnages, tu sais. J'ai jamais habité à Saint-Jérôme, mais je pense qu'on est pas mal dans les mêmes affaires. Un peu de moteur, un peu de crime organisé, ça slide, que t'en es pas vraiment conscient, mais ça habite quand même la ville. Il y a beaucoup de problèmes, tu sais, reliés à la consommation, la santé mentale. Fait que beaucoup de personnages qui sont un petit peu laissés à eux-mêmes, mais qui réussissent à survivre dans cet univers-là, puis tu sais, qui sont faciles à juste passer à côté, mais quand tu te mets vraiment à t'intéresser à ces personnes-là, ça devient des gens qui sont fascinants, là, puis tu sais, de les encourager, entre guillemets, là-dedans, c'est pas de se moquer d'eux, tu sais, il y a manière d'aller dans leur univers, puis de les laisser aller là-dedans, parce que c'est ça qui leur fait du bien, puis c'est ça qui leur fait plaisir, puis Léo, il est content en esti, là, quand t'es impressionné, quand il dit qu'il bench dans les 300, 400, 800 livres, tu sais, puis tu fais, tabarnak, 800 livres! 800 livres. Oui, C'est oui, impressionnant. oui, tu sais, puis là, il est tabarnak, puis là, tu sais, puis tu lui demandes combien il y a de régates, Léo, tu lui demandes, puis quand il dit qu'il y en a 8, tu capotes, quand il dit qu'il y a 12 skidoo, quand il dit qu'il y a des panthères noires, esti, m'as-tu vu la semaine passée avec mes panthères noires? J'avais mes 2 bébés. Moi, quand je dis assis, c'est assis. Je leur donne des hosties de T-bone steak. C'est ça, là, Léo. Puis là, tu sais, pourquoi je dirais non? C'est pas vrai. Je t'ai vu la semaine passée, t'étais sur ton bicycle, t'étais pas dans ta Ferrari, tu sais. Ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça te fait quoi d'embarquer? Il y a du monde t'sais? qui se pogne avec lui pour ça, puis tu fais, voyons, monsieur, tu sais, laisse-les vivre, puis laisse-les vivre son rêve, esti, là. Le fait que des gens se pognent avec lui, c'est juste une preuve qu'il est peut-être plus intelligent qu'eux. Mais vraiment, tu sais, puis que. Tu sais, embarque dans la proposition. C'est la meilleure affaire à faire. Non, c'est pas c'est dur, ça. puis c'est le fun. Puis c'est le fun pour tout le monde. Puis tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va faire ah, mais vous êtes pas fin avec lui. Comment? Au contraire, tu sais, de pas le traiter de manière comme condescendante, puis de faire hey, non, là, Léo, là, ce que tu dis, là, c'est des mensonges. C'est un mensonge. Là, tu sais, mais c'est des mensonges qui font chier qui, là? John C'est ça. Elway. Tu sais, John Elway, il est... Hey, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai fait, ce toucher-là au Super Bowl. C'est pas lui, tu sais. C'est ça, puis John Elway va jamais arriver à faire comme excusez. Hey, là, mais- hey. Là, ce gars-là, non, le gars là, qui arrête pas de raconter mes histoires, là, arrête. Ben non, tu sais, ça fait pas mal à personne, puis il est bien, lui, qui raconte ces affaires-là. Ah oui, c'est sûr. Ben, rendez le monde bien, c'est ça l'idée? Ouais. Mathieu, Hey, c'était tellement le fun. 3 heures de podcast. Je sais pas ça a duré combien de temps pour vrai. C'est le plus long épisode, c'est sûr. Je Mais c'est le m'excuse. fun. Non, excuse-toi pas, c'est super le fun. C'était sûr. Si on veut te suivre, si on veut voir ce que tu fais, si on veut t'écouter, on va où? Ben là, ces temps-ci, je suis sur. Au moment où ça va sortir, je sais pas si ça va être encore vrai, mais Ouais. je suis sur Twitch, Mean Niket, d'un seul mot. Mean Niket. M-A-N. Ouais, M-E-A-N, en l'honneur de Mean Gene Okerlund, un grand présentateur de lutte, celui que vous voyez avec Hulk Hogan, puis Ah avec ouais. le petit moustachu. C'est parce que j'ai une petite moustache, puis j'ai de la calvitie moi aussi, fait que je m'identifie bien gros à Mean Gene Let's Okerlund. go. Fait que Mean Niket sur Twitch, là, ces temps-ci, je suis là 4 jours par semaine, toujours de nuit, à 22h, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, lundi lutte, mercredi gaming, vendredi random, dimanche documentaire. J'essaie de varier un peu, une super belle communauté qui est en train de se bâtir là. Puis sinon, ben, tous les samedis à Décideret sur les ondes de choc.lol.hasard. Vous pouvez nous suivre surtout sur Facebook. Hein. Décideret, c'est avec Dom Massy, Maxime Gervais des Picbois, Julien Bernatchez aussi des Ouais. Picbois, À disons-le. l'animation. Murphy Cooper, Étienne Forêt, Linda Bouchard, Sophie Postcroto, plein de monde. Jeff Provençal qui vient faire son tour, André Péloquin. On a plein de collaborateurs Ouais. à travers ces 10 années-là. C'est là que vous pouvez me voir Nicolas. le plus. Nicolas, ouais. Pas obligé de le nommer non plus. Là. J'essaie de faire de la pub pour mon show. Vous allez comprendre si vous découvrez l'univers merveilleux de Décideret. On se prend pas au sérieux, c'est random en esti. Le rendez-vous le plus random de Choc. On jase de tout et de rien. Puis on se fait beaucoup de fun. On rit énormément dans ce podcast-là. Puis ça crée vraiment un... Embarquez dans le bateau. Là, vous n'avez pas 10 ans de rattrapage à faire. Embarquez dans le bateau. Vous comprenez... C'est comme la lutte. Tu comprends pas tout au début. Puis un moment donné, tu finis par pogner les référents. Puis c'est le fun.
Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à rebours, qui nous racontent ça, qui finissent par revoir l'origine du référent. Puis là, waouh, c'est comme une belle découverte. Mais c'est pas mal ça. Puis on se revoit en tant que mercenaire du spectacle. On va peut-être se recroiser dans plein de domaines. Puis j'ai pas assez de monde qui me vienne me saluer. C'est pas quelque chose qui me dérange. Fait que si vous voulez me dire un petit coucou, je suis bien partant. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr avec Mathieu Niquette. On a jasé de film. Jasé de